L'e-commerce connaît une croissance forte et continue depuis plusieurs années partout dans le monde. La Belgique ne fait pas exception. En 2022, le commerce en ligne a augmenté de près de 25%, représentant 14,7 milliards d'euros. Cette croissance est une opportunité majeure à saisir pour nos entreprises. Le programme Digital Commerce de la stratégie numérique Digital Wallonia est là pour aider les entreprises régionales à saisir cette opportunité. L'objectif du programme est d'aider les commerçants, les TPE, les professions libérales, les acteurs du tourisme et de l'ORECA à réussir leur transition digitale tout en réduisant leur fracture numérique. Au travers de multiples actions, webinaires, événements sectoriels de sensibilisation, ateliers de formation, speed coaching, le programme Digital Commerce aide les entreprises à offrir une expérience d'achat digitale comparable à celle des grands acteurs de l'e-commerce. Digital Commerce se décline en 4 axes majeurs dont la sensibilisation et la formation des TPE en digital marketing, l'accélération de l'adoption de l'e-commerce grâce au diagnostic de maturité numérique DigiScore et aux aides financières liées au chèque entreprise. Depuis 2016, au total, ce sont pas moins de 8700 entreprises qui ont été sensibilisées et formées grâce à Digital Commerce. Plus d'informations sur digitalwallonia.be/commerce. Mesdames, Messieurs, chers amis des professions libérales, soyez les bienvenus pour ce nouveau webinaire que le SNI a le plaisir de vous proposer aujourd'hui. Un sujet qui est plus que jamais d'actualité, car vous l'avez sans doute entendu, hein, en 2026, ce 1er janvier, la facturation électronique via PayPal va être obligatoire pour tous les indépendants et donc aussi pour vous, profession libérale. C'est un sujet qui fait énormément de bruit qui est sur toutes les lèvres, hein, peu importe les domaines finalement, parce que vous allez devoir y passer. Et donc il y a un réel besoin de se former. C'est pour cela que nous sommes là pour vous aider à appréhender justement cette fameuse et mystérieuse et nébuleuse facturation électronique. Donc soyez les bienvenus, vous êtes à la bonne adresse pour démêler tout cela. Alors, avant de commencer ce webinaire, on va peut-être faire un petit tour du côté de la plateforme, car vous êtes très nombreux aujourd'hui, ça nous fait plaisir que vous soyez là. Il y a un chat, donc un petit onglet chat avec deux petites bulles de bande dessinée qui s'entrecroisent, où vous pouvez nous faire un petit coucou, hein, parce que moi je vous ai mis par exemple un petit coucou, montrez-nous que vous êtes là, car on sait que vous êtes très nombreux, je ne vois encore personne dans le chat. Ah ben voilà, il suffit de demander bonsoir à Catherine Assemara, Abderhamid, Alexandra, Marianne, Louise, Aline, qui nous vient de Wavre, Julie, Maria, Laurane, Jean. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire. Le chat, vous en avez peut-être l'habitude, il est vraiment là. C'est la papote, hein, finalement, c'est qu'on puisse interagir tous ensemble. Si vous avez des petits soucis, si vous avez des petites questions techniques, j'insiste bien sur le mot technique, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Par contre, et on se doute que vous en aurez énormément aujourd'hui, pour tout ce qui est question sur la facturation électronique, est-ce que vous pouvez les mettre, s'il vous plaît, dans l'onglet Q et R, donc qui se trouve en bas de votre écran, hein, c'est un petit point d'interrogation dans une bulle. C'est beaucoup plus simple pour nous de nous y retrouver, car encore une fois, comme je le dis, vous êtes assez nombreux, le chat risque d'être animé, on a même des personnes de Gand qui nous rejoignent. Bonsoir à Claude, à Bénédicte, à Antonella, à Vincent. Donc, s'il vous plaît, les questions dans l'onglet Q&R et la papote finalement dans le chat. C'est plus simple pour nous y retrouver. Et puis, on aime bien justement faire un petit peu appel à vous via l'onglet sondage et quiz. Donc vous voyez, là je viens d'en activer un. Donc normalement, il vient de popper chez vous. Ou alors s'il n'est pas apparu, vous allez dans le petit onglet sondage quiz. Donc ce sont des petites barres, des petits histogrammes, hein, comme on disait au cours de maths, qui se retrouvent en dessous de votre écran. Et là, on vous demande tout simplement de voter pour certaines questions. On vous demande quel est votre niveau de connaissance sur la facturation électronique et est-ce que vous utilisez déjà un outil de facturation électronique et si oui, de quelle nature finalement. On attend vos réponses, ça va nous permettre justement de faire un petit état des lieux de votre connaissance justement sur le sujet, car comme je l'ai dit, depuis quelques mois maintenant, on sait que vous allez devoir y passer
Et donc ça suscite énormément d'interrogations, que ce soit dans tous les secteurs où vous êtes indépendant. Donc voilà, dites-nous quelle est votre connaissance du sujet sur la facturation électronique. Pendant que vous répondez à ce petit sondage, je vais accueillir notre formateur du jour. On va pouvoir l'appeler Monsieur Facturation électronique hein, aujourd'hui, car ça va vraiment être son cœur de métier. Bon, très bien. À Éric Bertrand. Salut Éric, Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. tu vas bien? Très très bien, merci. Bah, tu es rodé hein, sur le sujet, hein, finalement. Tu as l'habitude, parce qu'on vient Absolument. te solliciter, tel Superman, pour nous parler de la facturation électronique. Alors, avant que tu nous parles un petit peu plus de toi, je t'invite déjà à partager tes slides. Je vais te dire un petit peu qui est-ce qu'on a dans notre public aujourd'hui. Alors, je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Alors, 49% d'entre eux, c'est près de la moitié, connaît un peu la facturation électronique. Il y en a 27% qui connaissent bien mais qui ne l'utilisent pas encore, 10% qui utilisent déjà et 14% qui n'en ont jamais entendu parler, déjà, donc en premier état des lieux. Comme tu t'en doutes, c'est assez éparse, mais voilà. Mais disons que la moitié de notre public connaît un peu. Au niveau de l'outil qu'ils utilisent, ben, 54% d'entre eux, tout est encore en papier ou en PDF simple. Il y en a quand même 24% qui utilisent déjà un outil de facturation numérique mais qui n'est pas connecté à PayPal. 18 le sont déjà. Il y a 4% qui nous disent je ne sais pas parce qu'effectivement, parfois on a tellement d'outils qu'on ne sait pas. C'est pas une réponse idiote, loin de là. Et alors, ben, la nature de votre outil de facturation actuel, ben, pour beaucoup, 36%, la majorité, ils n'ont aucune solution pour le moment. 26% ont des logiciels qui sont installés localement, donc sur leur machine, leur PC. On en a 23% qui ont des solutions web accessibles via navigateur et 15% solutions cloud installées sur nos serveurs. Donc voilà, ici, si je devais te faire le topo de tout ça, Eric, c'est que finalement, on a des gens qui connaissent un peu, mais qui n'ont pas énormément d'outils, en tout cas qui regardent un peu, qui se tâtent, hein. J'imagine que c'est l'ensemble du marché, toi qui dois avoir énormément de questions à ce sujet et de contacts à ce sujet. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous dire justement, te présenter, nous dire pourquoi est-ce que c'est toi qui vas nous parler de facturation électronique aujourd'hui? Allez. Voilà, je fais de l'informatique depuis très longtemps. Ça fait toujours un peu bizarre de le dire. Ça fait déjà 30 ans que je m'occupe d'informatique de gestion, donc l'informatique du chiffre. Donc tout ce qui est en rapport avec les logiciels de comptabilité, de gestion commerciale, de RP, gestion de prestations, gestion de stock ou point de vente, caisse, et bien entendu la facturation électronique et toutes ces évolutions, puisque je l'ai connue manuscrite jusqu'à maintenant la vraie facture électronique avec l'échange de documents de machine à machine. Donc, j'ai participé au développement de plusieurs logiciels. On est éditeur de 2 logiciels ERP de gestion qui sont d'ailleurs compatibles PayPal depuis 2016 déjà. Je m'occupe de beaucoup d'infrastructures, de tout type d'utilisateurs, de l'indépendant jusqu'à des très grosses structures comme Swift ou d'autres. Donc j'ai un panel de connaissances des PME, des entreprises wallonnes très très variées très très adaptées, je vais dire, puisque je travaille également beaucoup avec des fiduciaires et des experts comptables où j'ai des retours directs de ce qu'on peut faire pour les entrepreneurs en Wallonie. Et je suis également agréé pour des chèques entreprises, la région wallonne, sur la cybersécurité et l'accompagnement digital. Voilà, rapidement. Voilà, on fera un petit point sur les chèques entreprises tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est toujours très important de les remettre un peu au goût du jour. Les gens ont tendance à oublier. Donc, ben, tu es un peu l'expert qu'il nous faut, car tu connais un petit peu tous les corps de métier, on va dire. En parlant de corps de métier, j'en ai déjà un qui est kiné. Jean qui nous demande, est-ce qu'un kiné doit-il envoyer ce genre de facturation alors qu'il délivre déjà une attestation de soins? Je pense que cette question-là de Jean, justement, elle va nous permettre d'introduire le sujet qui est, ben, à quel moment est-ce qu'on doit utiliser ce genre de facturation? Mais voilà, c'est une question qu'on abordera plus en profondeur tout à l'heure, hein. C'est en rapport avec l'obligation qui est d'application à partir du 1er janvier 2026
pour les assujettis à la TVA, donc ceux qui doivent émettre des déclarations TVA mensuelles ou trimestrielles, de devoir transmettre leurs factures à leurs interlocuteurs au format PayPal, avec le réseau PayPal et au format donc UBL sur un format de fichier XML. Donc c'est un format d'échange numérique. Donc ça, ce sera pour les assujettis TVA 1er janvier 2026. Mais beaucoup d'autres entrepreneurs vont être amenés à devoir le faire parce que beaucoup d'entités ne voudront plus recevoir de factures par un autre moyen que par PayPal. Et donc, en fait, les assujettis à la TVA, c'est le point de départ, mais de là va découler toute une série d'autres métiers ou de types d'entreprises ou types d'entités, des ASBL, des administrations, des associations vont devoir émettre des créances également par ce biais. Ok. Voilà. On va reprendre donc le plan de la présentation, hein, avant d'aller un petit peu plus loin. Donc on va voir un petit peu finalement c'est quoi cette histoire de PayPal, parce que ça date finalement pas d'hier, hein, tu en parlais déjà depuis 2016 dans certains cas. On va voir un petit peu différents cas d'usage, retour d'expérience. Enfin bref, je ne spoil pas la présentation, je te laisse continuer. Merci. Bon, voilà, j'ai un petit plan ici où on va quand même aborder ce qu'est réellement PayPal, passez-moi l'expression, d'où cela sort et pour qui cela va être nécessaire, les aspects aussi de sécurité, de protection de l'information, de souveraineté, donc hein, sur le fait que ces factures vont pouvoir partir de l'émetteur vers le récepteur sans être interceptées par l'État ni par quiconque entre les deux. Donc il y a de la sécurité autour de ça. C'est un point important parce que j'ai eu l'occasion en fait de présenter à plusieurs reprises cette formation et beaucoup de personnes pensent que l'administration va pouvoir intercepter les factures au passage. Or, il n'en est rien. D'autres flux pourront avoir lieu pour transmettre ces factures à partir des logiciels, soit de l'émetteur, soit du récepteur vers l'administration. Mais entre les deux, l'administration ne pourra pas les intercepter. Ouais, Et parce que c'est puis, vrai qu'il y a eu un peu une. Allez, les gens se sont dit, allez, on va encore être fliqués par l'État avec tout ce réseau. Voilà, c'est déjà une première idée à laquelle il faut tordre un peu le cou. tout à fait, voilà, ça c'est vraiment important, c'est pour ça que je le dis en introduction. La volonté de base, en fait, c'est la Commission européenne qui a lancé un projet de lutte contre la fraude TVA. Et donc, en fait, c'est pour notamment les carousels TVA entre les pays, ce genre de choses. Et ce système-là permettra à un moment donné de pourchasser, je vais dire, des pratiques mafieuses contre la TVA, mais il ne s'agit pas en fait d'intercepter des factures d'un point A à un point B, il s'agira plutôt de faire une corrélation entre ce qui arrive chez un émetteur et un récepteur et de pouvoir tirer des conclusions plus rapidement sur d'éventuelles fraudes. Donc, ça ne nous concerne pas, si ce n'est que nous, on aura surtout des avantages à l'usage de ces technologies-là, puisque nos factures seront émises plus vite, plus simplement et avec moins de traitement et de gestion pour nous au quotidien. Donc on essaye déjà de rassurer un petit peu l'ensemble du panel ici. C'est finalement un peu comme toute nouvelle technologie. Au début, ça fait peur, mais dans l'optique, c'est pour un mieux, donc. Tout à fait. Et en pratique, on a déjà de nombreux utilisateurs et qui sont satisfaits de voir ces factures qui sont disponibles sur leur plateforme automatiquement sans qu'il n'ait la moindre manipulation à faire. Donc c'est plutôt confortable en réalité. Les retours d'expérience sont positifs, mais on y reviendra plus tard avec notamment une démo vidéo de cas réels, pratiques avec des plateformes logicielles web et Windows, et également avec une animation vidéo où on vous montrera symboliser le cheminement d'une facture, quoi. Ouais. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, si on attaquait directement par la petite présentation des enjeux, hein, du sujet de PayPal, justement. Voilà. Et bien, donc, en fait, le principe et l'objectif de PayPal, et c'est le titre de formation, c'est l'intérêt que cela peut avoir, c'est de faciliter, en fait, votre travail pour pouvoir disposer de vos factures le plus facilement possible dans vos plateformes web, SaaS ou sur vos logiciels locaux.
et de réduire en fait la charge administrative que représente le traitement de l'entrée et de sortie de vos factures, notamment d'expédition, mais également de la réception. Et quoi qu'il en soit, on en est au 1er janvier 2026, je le redis, c'est une obligation pour les assujettis belges, donc au 1er janvier 2026, mais par contre, vous serez peut-être sollicité par des entités qui souhaiteront recevoir ces factures au format PayPal, comme l'administration flamande, qui ne veut plus recevoir ces factures que dans ce format-là. Donc, si vous êtes prestataire pour l'administration flamande, mais que vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous devrez leur procurer ces factures dans ce format. Alors, l'administration flamande a mis à disposition un portail web qui permet d'encoder cette facture sur un portail qui va faire la conversion à l'expédier dans les systèmes de l'administration, mais c'est quelque chose qui va peser, si je puis m'exprimer ainsi, sur toutes les entités qui doivent émettre des créances à un moment donné, pas simplement qu'à des assujettis TVA. Donc ça va manifestement prendre de l'ampleur dans les mois et les années à venir, même pour les non-assujettis. Et ici, bah, comme tu le dis, hein, donc assujetti TVA, on est vraiment dans le B2B belge, on précise, parce que qu'est-il prévu lors de factures à destination de clients étrangers, que ce soit B2B ou B2C, nous demande Laurent. Il y a eu aussi une question un petit peu, on se dit, tiens, finalement, est-ce que toute l'Europe y passe? Enfin, c'est plus compliqué que ça. Oui, disons que c'est dans un plan global qui est un plan d'adoption de la facture électronique PayPal pour tous les assujettis TVA d'Europe. Et donc, ce plan, en fait, implique que différents pays doivent faire cette transcription, cette imposition au passage de la facture PayPal progressivement d'ici 2030. Donc, en fait, la Belgique est plutôt bon élève, mais on a les pays limitrophes qui ont des plans de onboarding, d'adoption de PayPal sur les 2 ans qui viennent et je vais dire au pas de charge. Donc, que ce soit la Hollande, l'Allemagne, le Luxembourg et la France, tous vos interlocuteurs assujettis à la TVA vont vouloir recevoir une facture au format PayPal. Donc, même si vous êtes émetteur belge et vous devez émettre une facture en France, rapidement, vous allez être soumis au passage à PayPal parce que les personnes que vous aurez en face de moi le souhaitent. Et on a des cas d'usage vers le nord. Donc, par exemple, j'ai un cas en Norvège où on a eu un retour pour un client d'une facture qui a été renvoyée. C'était un email avec un PDF. Et on lui a répondu merci, mais non merci. Dorénavant, c'est PayPal. Et donc, ce qui est remarquable dans ce cas d'usage, c'est que, évidemment, voilà, c'est un pays qui est assez avancé pour ces technologies-là. Et c'est une entité non assujettie qui a souhaité ne plus recevoir ses factures qu'au format PayPal. Et l'émetteur belge était également un non assujetti. Et donc, on a déjà un cas d'usage où une ASBL non assujettie est obligée de passer sur PayPal parce que son interlocuteur le souhaite. Donc, on en arrivera à ce que tout le monde y passe progressivement, en sachant que l'obligation, en tout cas de la Commission européenne, c'est 2030. L'obligation pour la Belgique, c'est 1er janvier 2026 pour les assujettis TVA. Donc, il faudra distinguer en fait les cas d'usage, la pratique, et d'autre part le côté législatif. Donc voilà, ça répond à la question de Laurent que pour ce qui est clients étrangers européens, ça, il n'y a pas de souci en 2026. Vous pouvez toujours procéder comme de la sorte, mais peut-être que, comme tu l'as expliqué, ben, l'habitude fera qu'on utilisera cette facturation électronique et ce réseau. Tout à fait. Et pour peut-être aborder un point plus avancé sur la question de la législation, je pense qu'il y a des comptables en fait dans l'Assemblée qui vont être intéressés par ceci. C'est que l'arrêté royal de mise en application donc n'est pas encore sorti. Donc on a une date obligatoire d'adoption qui est le 1er janvier 2026, mais le cadre d'application, lui, est en relecture pour l'adoption définitive, normalement avant le congé. Et donc d'ici là, il est possible qu'il y ait encore certains ajustements sur des aspects, par exemple, liés à la tolérance ou non de l'administration pour cette adoption au 1er janvier. Donc il y a encore des coups de tournevis qui peuvent avoir lieu à ce sujet, mais ils sont fermes sur la position. La date ne changera pas. Dixit, fonctionnaire délégué du BOSA.
C'est ça. Voilà, petite parenthèse législation. Bah oui, bah, comme ça, on a un petit coup d'update du calendrier. Mais donc, partons dans les clous que, voilà, 2026 pour ce qui est de la Belgique en B2B. Donc, Voilà. Donc, on va passer directement aux informations liées à qu'est-ce que PayPal, d'où est-ce que ça sort. Donc, vous l'avez compris, c'est un projet européen. À l'origine, c'est une plateforme qui a été développée en fait par la Commission pour faciliter les échanges entre les administrations. Le terme, hein, l'acronyme en fait, PayPal signifie Pan-Européenne Public Procurement Online. Et procurement, en fait, c'est pour des appels d'offres. En fait, c'était simplement pour échanger des documents administratifs dans le cadre d'appels d'offres pour les administrations. Et là-dedans, il y avait notamment la facture. Et ils se sont servis de cette fonctionnalité dans PayPal, l'échange facture, pour l'introduire donc dans toute l'Europe. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que PayPal permet d'échanger d'autres documents que simplement la facture. Ça permet d'aller beaucoup plus loin que cela avec l'échange de bons de commande, d'offres ou que sais-je d'autre. Alors l'origine, c'est une ASBL, Open PayPal, qui est belge, qui gère ça donc collégialement avec des modérateurs, 17 modérateurs qui dépendent d'États membres. Donc c'est très cadré, très structuré, c'est très pérenne donc, hein, parce que c'est soutenu par la Commission et les éléments qui constituent cette entité sont des entités légales et administratives donc qui garantissent non seulement la pérennité, mais également les aspects légaux. Il ne s'agit pas d'une plateforme comme Internet ou d'autres plateformes ouvertes où tout le monde est livré à lui-même. Ici, on est sur un environnement fermé et sécurisé, soutenu par un organisme qui est modéré par les États et des aspects légaux très stricts. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit de la mise au point d'un format standard. Donc, ça veut dire que la facture électronique, c'est un fichier dans lequel on encrypte la facture dans un format parfaitement défini et totalement compréhensible par les logiciels. Donc, on parle d'échange de machine à machine et plus de personne à personne pour l'envoi d'une facture. Donc, c'est automatisé. Donc, quand on entend ça, on se dit, mais quoi, est-ce que j'ai encore le contrôle sur ma facture? Est-ce que je peux encore la bloquer? Si je reçois une facture qui ne m'est pas adressée ou qui n'est pas correcte, est-ce que je peux la refuser? Évidemment, donc vous ne perdez pas le contrôle sur vos factures. Simplement, elles seront mises à disposition automatiquement dans vos logiciels et vous aurez le loisir à un moment donné de les traiter, puisqu'il y a beaucoup de fonctionnalités autour du réseau PayPal qui vous permettront par exemple, d'avoir des accusés de réception sur vos factures, mais également la possibilité de renvoyer, de bloquer ou que sais-je d'autre. hmm. Il y avait justement une question un petit peu du point de vue sécuritaire, hein, sécurité de l'information, de Claude qui dit comme le réseau PayPal donc, est à venir, si ce sera le canal d'échange, est-ce qu'il sera judicieux de scanner par antivirus tout ce qui rentre via l'Access Point, par exemple? Est-ce qu'il faudra amener des mesures de sécurité supplémentaires ou on est face à un canal qui est sécurisé? Donc, c'est un format d'échange XML, donc c'est des fichiers plats. Donc, ce n'est pas exécutable au sens d'objets XML qu'on pourrait retrouver sur Internet. Donc, ça minimise déjà les risques. Ensuite, les modèles standards de contenu font qu'on ne sait pas intégrer dans sa facture d'objets qui soient potentiellement dangereux. Le fournisseur de services à partir duquel chaque abonné sur le réseau devront se connecter à lui-même des responsabilités sur le contenu stocké. Et donc, a priori, les précautions à prendre sont relativement faibles. Précautions d'usage habituelles, antivirus de base sont de toute façon un requis minimal aujourd'hui, puisque pour des questions de sécurité élémentaires. Mais en tout cas, pour l'échange et le flux du contenu, il s'agit d'un format standard et qui ne supportera pas d'objets actifs. Donc, a priori, pas de risque. Pour donner un parallèle en fait à ce qu'est l'échange de cette facture, il faut assimiler ça à l'envoi d'un email. Donc en fait, avec votre Outlook, vous vous connectez en fait à votre fournisseur de services pour aller relever votre boîte mail. Eh bien là, ce sera la même chose. Vous allez vous connecter, enfin votre logiciel va se connecter à un fournisseur de services. Et il y en a toute une série, on verra ça tout à l'heure.
ce fournisseur de services, en fait, va stocker pour vous dans une boîte les factures que vous pourrez rapatrier sur votre système et intégrer à vos logiciels. Au même titre que lorsque vous envoyez une facture, vous envoyez ça à votre fournisseur de service qui va l'acheminer jusqu'au fournisseur de service de destination, auquel cas vous aurez votre récepteur de facture qui pourra aller relever sa boîte de stockage de factures pour la télécharger et l'intégrer dans ces programmes de gestion, ERP ou que sais-je. D'ailleurs, tu as une petite animation. Est-ce qu'on ne montrerait pas cette animation pour Oui, mais bien sûr, bien on peut y aller directement. comprendre ce dont on veut parler? Car une image vaut mille mots, hein, vous le savez. Absolument, Vous avez suivi certains webinaires. c'est l'occasion d'y aller directement et c'est avec plaisir. Voilà, donc ici, on a un émetteur, un destinataire, et ils sont tous les deux connectés à PayPal. Donc ils ont tous les deux une adresse PayPal. Ça, on y viendra tout à l'heure, c'est intéressant. La première chose, c'est que l'émetteur vérifie sur le réseau, enfin le logiciel de l'émetteur vérifie que le destinataire est actif et qu'il est apte à recevoir ses factures. À partir de là, la facture est émise, acheminée à travers le réseau PayPal jusqu'au fournisseur de services du récepteur, du destinataire, et puis le destinataire pourra aller relever sa facture et la télécharger sur ses infrastructures, sur son logiciel de gestion, son outil. Voilà. Donc en résumé, on émet sa facture, elle transite par le réseau, et in fine, il y a un retour avec un accusé de réception. Donc la facture, lorsqu'elle est relevée par le destinataire, renvoie un accusé de réception au fournisseur du destinataire, qui est renvoyé au fournisseur de l'émetteur, et cet accusé de réception revient dans le système de l'émetteur. On verra tout à l'heure dans une autre vidéo où on va voir une liste qui permet d'avoir une idée du statut de la facture. Et alors c'est important en fait cette question d'accusé de réception parce que on pourrait se dire qu'à un moment donné, on va émettre une facture sur le réseau PayPal, un petit peu comme on envoie une bouteille à la mer en disant j'espère qu'elle va arriver. En fait, si vous avez votre accusé de réception qui n'arrive pas, évidemment vous devez vous inquiéter, votre destinataire voilà, n'est peut-être plus apte à recevoir des factures au format PayPal, même s'il a été un moment, on peut éventuellement ne plus être connecté, ne plus avoir le même logiciel, ne plus avoir les mêmes outils et ne plus recevoir la facture comme dans le passé par PayPal, auquel cas vous devez en être informé, donc vous le serez parce que vous verrez que votre accusé de réception n'arrive pas. Donc à ce moment-là, libre à vous de réémettre une facture par un autre canal. Et je vais aller plus loin, libre à vous de continuer à émettre une facture par PayPal, mais également par d'autres canaux en parallèle. Je rappelle quand même, et là les comptables apprécieront, mais il n'est censé y avoir qu'un seul original d'une facture. A priori, PayPal, ce sera nécessairement cette facture qui sera l'original. En revanche, rien ne vous empêche d'envoyer un email avec un duplicata d'autre part. Alors, on a une question de Laurent qui voit déjà dans le futur, où il dit, ben voilà, à partir du moment où si ce réseau PayPal est la norme, est-ce qu'on pourra refuser une facture non PayPal reçue avec toutes les conséquences juridiques derrière? Alors, là, en fait, on touche justement à des questions pour lesquelles il n'y a pas encore de réponse. Donc, en fait, aucun juriste ne saurait répondre à cette question aujourd'hui parce que l'arrêté royal de mise en application n'est pas sorti et parce que ça fera probablement l'objet tôt ou tard de jurisprudence. Donc, en clair, le refus d'une facture ne peut a priori pas être motivé par le canal par lequel elle est transmise. Voilà. En tout cas, il faut distinguer là-dedans des questions techniques et des questions législatives. Donc, on entend voilà, des formations d'avocats ou de juristes au sujet de PayPal que certaines règles vont changer. Oui, ils ont raison, mais personne ne peut dire aujourd'hui en quelle mesure on aurait par exemple, un juge qui viendrait dire oui, non, vous ne l'avez pas envoyée par PayPal, donc elle n'est pas éligible, elle est refusée, créance non éligible, fin de l'histoire. Moi, je vois assez mal ça arriver, mais d'un point de vue juridique, en tout cas, il n'existe encore rien à ce sujet-là, et pour cause, parce qu'il nous manque cruellement cet arrêté royal et des cas d'application avec des jurisprudences. Donc, la vraie réponse juridique, c'est on verra.
Ouais, on se retrouvera dans le futur pour Voilà, en débattre. Il exactement, y avait exactement. une remarque de Francis qui disait ben, tous les assujettis sont soumis à l'obligation, mais quid de ceux qui sont en franchise ou exemptés tout en un numéro de TVA? Donc on revient finalement au cas de qui est concerné. Voilà, exactement, hein. Donc en fait, à nouveau, on est sur la question de l'arrêté royal. L'arrêté royal, ça dit clairement les assujettis TVA. Donc à partir du moment où vous êtes assujetti TVA et que vous émettez des factures assujetties, donc qui supportent une part de TVA, eh bien, elle est soumise à cette législation et elle devra partir par PayPal, quoi. A priori, on est dans ce cas-là. Maintenant, je renvoie à nouveau sur cet arrêté royal qu'on attend avec impatience, mais qu'on soit totalement ou partiellement assujetti, il faudra probablement le faire. Et alors, ben, un bon réflexe aussi, c'est n'hésitez jamais à faire appel à vos fédérations aussi, qui seront toujours sur la balle et bien renseignées sur le sujet. Il y a André qui nous dit, ben, les assujettis mixtes, mais franchisés comme un dentiste, par exemple, est soumis à l'obligation de facturation électronique en ce qui concerne ses factures d'achat, par exemple. Voilà. Oui, exactement, exactement, absolument. On attend cet arrêté royal et aussi bah, tournez-vous vers vos fédérations pour des cas peut-être un peu plus particuliers, car bah, on a un très gros panel ici de métiers très différents, donc parfois aussi ça peut varier suivant bah, votre situation personnelle, tout Absolument. simplement. Donc on a vu le petit chemin de cette facture, hein, comment est-ce que ça fonctionnait. On a parlé des normes de sécurité, on se conforme aussi au RGPD hein, dans tout ça. Enfin, Oui, ça a vraiment été pensé selon bah, les règles européennes, fatalement, et d'une manière à respecter tout cela, que ce soit la sécurité ou le RGPD. absolument, absolument. Voilà, donc pour ce qui est du RGPD, en fait, euh, comme vous l'avez compris, le réseau PayPal, c'est un outil de transfert d'informations sécurisé. Et donc, la question de la sécurité du document et le risque potentiel de fuite d'informations entre l'émetteur et le récepteur relève de la responsabilité du réseau et des fournisseurs de services. Donc, les fournisseurs de services vers lesquels vos différents logiciels vont se connecter ont la nécessité, le besoin de stocker temporairement les factures. Et j'insiste sur le temporaire. Donc, cela dépend du temps que mettront vos différents logiciels à aller relever les factures. Hein, il va falloir patienter que les systèmes se désengorgent des factures qu'ils ont reçues et à un moment donné que le logiciel les relève. À ce moment-là, donc le prestataire de service, l'hébergeur pourra donc supprimer naturellement ces documents-là. Donc il n'y a pas de conservation de duplicata ou de ces factures sur le réseau PayPal. Ils sont juste là temporairement, techniquement. Il n'y a pas de réglementation aujourd'hui ferme sur la durée de stockage, mais il s'agit a priori de quelques semaines pour certains fournisseurs de services, pour d'autres quelques jours, mais pas plus. Et donc, à ce moment-là, vous recevez un accusé de réception négatif si le document n'est pas acheminé ni relevé. Et donc, à travers ça, la question de la sécurité ne relève pas de l'émetteur ou du récepteur, mais du réseau PayPal et de ses fournisseurs de services qui eux-mêmes sont soumis à la réglementation d'Open PayPal. Donc, il n'y a pas de risque au niveau GDPR. Tout ça est géré et régi par des tiers, du point de vue donc, de l'émetteur et du récepteur et de leur logiciel. Par contre, à vous de sécuriser le stockage de vos données. Donc, si vous êtes sur une solution logicielle locale, ben, vous devez toujours, bien sûr, continuer à stocker, sécuriser, backup, protection, firewall, enfin, toutes ces technologies dont vous avez déjà entendu parler. Et si vous faites du stockage sur des solutions SaaS qui sont en ligne ou sur le web, euh, il est important que vous sachiez où sont stockées vos données, si ça respecte le GDPR par rapport à la territorialité, si vous êtes apte à un moment donné à récupérer ces données, hein, sachant que la question de la souveraineté vous revient à travers cela. Donc il y a quand même des précautions à prendre, mais le périmètre, ce n'est pas ce qui se passe lors du transfert sur PayPal, c'est ce qui se passe chez vous, comme maintenant en réalité. Et si vous voulez une piqûre de rappel hein, sur ces sujets cybersécurité RGPD, je vous mets dans le chat la chaîne YouTube du SNI, car on a déjà abordé lors de précédents webinaires ben, ces matières qui sont la cybersécurité, le RGPD. Et donc cette chaîne YouTube, c'est une vraie mine d'or pour retrouver vraiment plein d'informations sur différents sujets. Donc je vous la glisse
dans l'onglet chat. Vous pouvez aller faire un petit tour juste après. Vraiment une petite mine d'or. Allez, j'enchaîne alors sur l'intérêt de ce système en réalité, ben, c'est que c'est standard et que ça offre de l'interopérabilité. Donc, en pratique, on se retrouve avec un outil hyper facile à utiliser puisque comme c'est standard, les logiciels le comprennent. Peu importe votre fournisseur ou peu importe le tiers auquel vous envoyez la facture au format PayPal, il sera apte à la comprendre, que ce soit un Norvégien ou un Espagnol, c'est le même format de facture. Et plus largement encore, on se retrouve avec un système qui est en réalité mondial, puisqu'on a une adoption dans beaucoup d'autres pays, en Asie, en Australie, en Europe, en général plus large que la Commission européenne, et également certains pays, notamment comme le Canada ou d'autres. J'ai une petite liste là dans des slides complémentaires à ce sujet. Donc, ça va se généraliser. Et donc, l'interopérabilité et l'accessibilité à tous, c'est réellement quelque chose de pérenne et qui va avoir lieu de manière généralisée, même au-delà peut-être de l'Europe. Hmm. On a Donc, des différentes réflexions, hein. Je me balade un petit peu dans le chat et les questions que, ben oui, effectivement, on est dans une situation assez nouvelle où Claude nous disait que même ben, OSPF, il n'était pas encore tout à fait formé à ça, donc il allait falloir avoir le temps. Laurent nous dit, ben oui, est-ce que ce sera vraiment réaliste de mettre ça en place d'ici le 1er janvier? L'avenir nous le dira. On a des questions, par exemple, de gens qui disent en tant que kiné non assujetti à la TVA, comment se passera dorénavant l'envoi des factures pour des fournitures de sociétés médicales ou autres? On corrige en disant que techniquement le kiné est un assujetti exempté, c'est donc bien assujetti selon la législation TVA. Mais ça rejoint un peu aussi à la question de Luc qui dit quid si on doit envoyer une facture à un récepteur qui n'a pas d'ordinateur? eh bien, c'est une question intéressante et quelque part, ça rejoint un petit peu du juridique. En quelle mesure est-ce qu'un émetteur pourrait être responsable de l'équipement d'un récepteur? Donc, a priori, je pense que les juristes seraient d'accord avec moi de dire que c'est pas parce que quelqu'un achète un produit ou un service à une personne et que cette personne n'est pas capable de recevoir la facture dans le bon format que cette facture n'est pas éligible ou que on ne pourrait par exemple plus lui vendre quelque chose. Ça n'a pas de sens. Donc c'est clair que si la personne n'est pas équipée, n'est plus équipée, ou voilà, ou à un moment donné s'il y a un problème technique qui fait que la facture n'est pas acheminée, c'est clair que l'émetteur ne peut pas être tenu responsable des difficultés ou de l'impossibilité qu'il y aurait un récepteur à recevoir une facture dans ce format. Donc, libre à vous d'envoyer toujours un duplicata dans un autre format, de l'envoyer au format PayPal si ben, vous avez l'identifiant PayPal de l'interlocuteur, et de réenvoyer en parallèle, même avec un format courrier, papier, recommandé ou courrier simple, j'ai envie de dire comme dans le bon vieux temps, Exactement. pour les nostalgiques. Voilà. Euh, alors, l'avantage, voilà, les avantages, c'est surtout la facilité du transit de l'information, quoi. Donc, on a des cas d'usage avec l'interopérabilité entre les entrepreneurs ou des professions libérales avec leurs comptables, où on a un acheminement des factures, des plateformes de consultation des factures, donc hein, des utilisateurs, qui synchronisent ces factures vers les logiciels dans les fiduciaires et où ces factures se synchronisent au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du trimestre. Et on ne se retrouve plus avec le rush de fin de trimestre pour la déclaration de TVA où on doit vite déposer, rechercher tous les documents dans ses boîtes mail, dans ses formats papier ou que sais-je d'autre. Les factures PayPal sont acheminées dans les comptabilités des comptables de manière automatique. Et on a des bons retours d'expérience, notamment sur les gros logiciels de comptabilité, les logiciels tels que Bob, Winbooks, Horus et d'autres, qui sont très répandus donc, dans les fiduciaires en Wallonie et en Belgique. Et donc, je reviens à la question tout à l'heure, à la réflexion de Jean qui dit donc un kiné devra faire partie du réseau PayPal pour recevoir ses factures, effectivement. Et il y aura des factures qui seront émises pour les kinés via ce réseau. En parlant de ce réseau, je pense qu'il serait assez judicieux qu'on leur montre un petit peu un petit exemple finalement de facturation, de comment ça marche.
de montrer un outil finalement concret. On parlera qu'il y a d'autres outils, hein, mais je sais que tu as une démonstration vidéo à nous proposer, à nous montrer comment ça fonctionne. Comme ça, on se rend mieux compte. Peut-être que d'ailleurs cet outil va parler à certains de nos membres du public. Il s'agit de Winbooks. Tout à fait. Donc, je précise que voilà, je suis agnostique hein, quant au choix de logiciels. Je vais plutôt prêcher, si je peux m'exprimer ainsi, pour la solution adaptée à chaque métier et à chaque utilisateur. Donc, le cas d'un Winbooks, ben, il sera adapté où votre comptable est Winbooks et où le type de facture que vous émettez et que vous recevez correspond aux capacités du logiciel. Donc on prend le cas de kiné, voilà, ça pourrait être une solution, mais c'est peut-être pas la plus adaptée pour un métier comme celui-là. Ce sera à voir, à évaluer avec votre comptable ou à voir et à évaluer avec éventuellement un informaticien de gestion, parce que j'ai quand même bon nombre de collègues sur le territoire wallon qui sont capables de répondre à ces questions et de vous aider à choisir une bonne plateforme. Donc ici, c'est une démo avec Winbooks où on a la réalisation de 2 factures qui sont réalisées avec Winbooks on Web et qui vont être réceptionnées par une plateforme web qui permet uniquement de récupérer les documents PayPal et ça s'appelle Winbooks Connect. Et l'autre facture qui sera récupérée par Winbooks Classic, donc la version Windows. Donc 2 factures, 2 méthodes de réception différentes. Voilà, c'est parti. Donc là, on se connecte en fait à Winbooks on Web, qui est donc logiciel de facturation et de comptabilité en ligne. Et donc en fait, ceux qui l'ont déjà utilisé, ils vont voir qu'en fait, rien ne change. C'est le premier point important, c'est qu'on sélectionne son journal, on sélectionne son client, on va indiquer une référence et un article avec une quantité des montants, comme on le fait habituellement. Donc le format d'encodage et la méthode d'encodage n'a pas changé. Il ne se passe rien d'extraordinaire en fait. On sélectionne une Une petite quantité. facturation classique pour l'instant, on va dire. Voilà, c'est du standard. On est vraiment sur quelque chose de simple à utiliser, de facile. Ce qui est à noter, c'est que dans le bas, on a différents boutons, dont un bouton Send qui se situe ici, hein. Donc ce bouton-là, en fait, ben, c'est Envoi. Ça n'empêche pas de générer un PDF, par exemple, ou de faire une impression. Mais ici, on a dit Envoi, et donc cette facture, eh bien, elle est envoyée par le canal qui a été défini donc, sur ce client-là, en l'occurrence PayPal. On verra tout à l'heure en fait la question des identifiants PayPal, puisque au même titre qu'une boîte mail et qu'une adresse email, eh bien, chaque personne qui est présente sur le réseau a son identifiant PayPal, a son adresse PayPal, qu'on peut retrouver dans les fiches signalétiques des clients quand on émet des factures. Donc voilà, là on envoie la deuxième facture. Cette deuxième facture en fait est acheminée donc là vers Winbooks Classic, donc la version Windows. Et alors, on va aller se connecter ici sur un portail qui permet de visualiser l'état de la facture, donc si elle a été envoyée, et de voir après l'accusé de réception ou les accusés de réception. Donc ici, on va constater le premier accusé de réception qui est l'accusé de réception d'envoi, comme quoi la facture a bien été acheminée jusqu'au fournisseur de service de cet émetteur. Donc on voit ici hein, ces 2 factures et il est mis sent. Hein, sur la colonne statut, où donc on constate qu'effectivement les factures sont bien parties. Bon, on se déconnecte et maintenant on s'imagine qu'on est le client qui reçoit cette facture. Donc on se connecte à une autre interface qui est la partie voilà, facturation connect. Et là on voit la facture qui est là. Elle est déjà là. Donc tout ça est fait en temps réel hein, dans la vidéo. Donc il n'y a pas de trucage derrière ça. Et là on voit que la facture est déjà là et elle est disponible et on peut la lire et voir son contenu. Et on constate que tous les champs à gauche sont reconnus avec les montants, avec les numéros divers et variés de TVA, de IBAN ou que sais-je d'autre. Donc la facture est dispo et on peut éventuellement ben voilà, l'acheminer et l'expédier vers le comptable ou décider de la conserver en attendant si on veut par exemple la contester. Là, on ressort, on bascule et on va sur Winbooks Classic que vous connaissez, enfin que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc là, on est sur un logiciel de comptabilité, je vais dire, assez éprouvé,
très répandu. Et donc là, on rentre dans la partie Virtual Invoice, où c'est la partie des documents digitaux. Et là, on a un message disant, il y a une facture. Mais ben oui, on va la charger. Eh bien, on clique dessus et la facture apparaît visible avec tous les champs reconnus, avec les totaux, les communications et compagnie, et on peut la valider dans son programme de comptabilité pour la réceptionner dans les factures d'achat. Tout ça automatiquement, et j'ai envie de dire simplement, vous voyez que tous les montants et tous les éléments de la facture sont préencodés. Hein, donc toutes les informations ont été mises dans la facture sans intervention humaine, quoi. Mm. Donc c'est intéressant parce que ça permet d'éviter des erreurs, hein, en fait, des erreurs d'encodage, et ça facilite le travail de précision, et ça enrichit l'information. Donc le contenu de la facture XML est bien plus riche que celle qu'on peut avoir en format papier ou dans un document scanné. Mm. Alors, on a eu beaucoup d'émulation lors de cette petite vidéo, que ce soit dans le chat ou dans l'onglet questions. Ouais. On va rappeler quelques choses qu'on a expliquées au début du webinaire. On a une question de Bernadette qui dit ben, on effectue essentiellement des factures vers des privés. Comment un simple consommateur sera-t-il connecté au réseau PayPal? Cela se complique la vie. On rappelle que les consommateurs, le privé n'est pas concerné, ne devra pas s'inscrire sur PayPal. Et donc, par déduction, vous ne devrez pas facturer à des consommateurs privé sur PayPal. Ça s'applique en B2B. Tu me corriges si je me trompe, hein, Eric. Oui, tout à fait. Donc Absolument. c'est Voilà, quelque chose. tout à Vas-y, fait. pardon, Ça fait excuse-moi. clair. Cela étant, un privé peut très bien s'inscrire sur la plateforme et s'identifier et décider de recevoir toutes ces factures dans ce format. C'est Mais ça, mais il est très probable que vous ayez assez peu de demandes de ce côté-là, quoi. oui. Il Donc, faut, dans le panel et dans la multitude de solutions qui s'offrent à vous, il y a la position des banques aussi qui est intéressante à regarder. J'ai plutôt tendance à vous envoyer en tant que professionnel vers vos comptables, experts comptables et informaticiens de gestion pour choisir les solutions adaptées. Mais dans le cadre d'un usage restreint, vous avez aussi des solutions fournies par les banques qui sont des solutions gratuites ou partiellement, allez, raisonnables, je vais dire, qui permettent en fait de faire de la réception de factures au format PayPal. Donc ça peut être aussi une solution pour des petits usagers qui préféreront peut-être les recevoir comme ça, même s'ils ne sont que voilà, qui ne sont pas professionnels, quoi. Donc c'est possible aussi d'aller jusque-là. Maintenant, c'est clair que a priori, dans un premier temps, c'est réservé aux professionnels, hein, c'est clair. Hein. hmm, c'est clair. Bah, ING le propose gratuitement, nous dit Stéphanie, par C'est exemple. tout à fait, hein, tout à fait vrai. Donc, si vous allez sur le portail d'ING, de la CBC et d'autres, vous avez des solutions relativement accessibles comme Bilit et d'autres qui sont voilà, gratuites ou partiellement gratuites jusqu'à voilà, certaines quantités de factures. Donc, il y a un tas de solutions qui existent, mais qui doivent être adaptées à vos besoins. Et de grâce, pas de double encodage. Si un jour vous prenez une solution digitale comme celle-là, assurez-vous, si vous devez avoir toutes vos factures dans un logiciel de comptabilité par votre comptable, que votre comptable n'ait pas à les réencoder manuellement, quoi. Hmm. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez compatible avec votre comptable. Ça, c'est le drame de devoir réencoder les factures PayPal. Là, ça serait un échec. C'est ça. Donc, au moment de choisir une solution, ben, accordez-vous avec votre comptable pour ben, prendre une solution qui est compatible avec la sienne. Donc, on le rappelle, on va refaire un petit point, c'est que si vous facturez ben, majoritairement, enfin, et peut-être même exclusivement à des particuliers, à des privés, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'émettre de facturation via PayPal, mais vous devrez être dessus ben, pour recevoir peut-être les facturations ben, de vos fournisseurs, hein, quels qu'ils soient. Et d'ailleurs, à ce niveau, on a une question assez intéressante de Sophie qui dit, ben, comment est-ce que ça se passera avec des énormes acteurs comme Amazon, Apple, LinkedIn, etc. Parce que ben, pour l'instant, il faut aller se loguer sur les différents comptes pour obtenir sa facture. Est-ce que justement, ces grands acteurs vont aussi devoir s'y conformer, j'imagine? Absolument. Donc ça, c'est un point très intéressant. On prend le cas d'Amazon et d'autres, hein, mais où leur facturation est parfois compliquée. Donc ils vont devoir rentrer dans le schéma de facturation PayPal avec une richesse d'informations qui correspond davantage à nos attentes en tant que citoyens belges. Et le canal sera obligatoirement par celui de PayPal pour peu que vous demandiez l'émission de la facture dans ce format et que vous indiquiez que
vous êtes bien sur le réseau, et ils seront tenus de vous l'envoyer dans ce format. Donc ça, c'est une grande avancée pour ces gros émetteurs de factures, les GAFAM, là, ils vont devoir s'y conformer puisqu'ils émettent des factures sur le sol européen, hein. Donc ce sont des factures, voilà, on a eu pendant très longtemps Amazon qui était basé en Allemagne, mais on a Amazon maintenant en Belgique qui émet des factures à partir d'un numéro de TVA belge. Et c'est l'administration qui a forcé Amazon à prendre un numéro de TVA belge pour se conformer à la législation d'ailleurs. Donc ils vont devoir se conformer à cette législation-là aussi. Voilà. Alors, je fais un rapide point pour les kinés aussi, hein, parce qu'on a des kinés qui nous écoutent. Donc, le kiné, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, ben, il a un numéro d'entreprise pas encore assujetti, puisque ils ne doivent pas retourner la TVA. Donc, je ne comprends pas l'obligation pour les factures PayPal, nous dit Corinne. Et Catherine nous dit, je confirme qu'un kiné totalement sous l'article 44 n'a aucune obligation de recevoir et ou d'émettre via PayPal. Donc, voilà, encore une fois, renseignez-vous auprès de vos fédérations pour être sûr et certain de votre situation, parce que ben, ça peut changer, mais effectivement, du coup, les kinés, selon Catherine, n'auraient aucune obligation de recevoir ou d'émettre via PayPal. Gaspard nous demande comment faire avec une entreprise si elle facture aussi bien en B2B qu'en B2C. Est-ce qu'elle doit faire deux types de factures / de journaux de vente? Non, ça peut être le même journal de vente, hein. Donc, la facture une des factures peut être émise par le réseau PayPal et la suivante imprimée ou envoyée par email. Donc, voilà, sur nos logiciels, comme je le disais, nous, voilà, on émet des factures au format PayPal depuis 2016 et on coche une case dans la fiche client en disant lui c'est PayPal et voilà l'adresse. Et c'est parti, quoi, hein. Donc, et la suivante, ben, pour le client suivant, il n'a pas PayPal, mais on coche la case envoi par email ou on coche pas cette case et c'est une impression et c'est à mettre sous pli. Donc voilà, c'est un vecteur d'envoi de facture supplémentaire et qui, on l'espère, va faciliter la vie plutôt que de la compliquer à l'avenir. Mais en tout cas, les expériences qu'on a pour le moment sont plutôt positives. Les gens sont satisfaits de l'usage de cette technique, en fait. C'est Ok. confortable. Ça va, bah, c'est comme dans tout, hein, je l'ai dit, il faut le temps de prendre le temps de s'habituer. Peut-être une dernière question ici, avant que je te laisse continuer, de Sandrine, qui dit quand une facture regroupe par exemple un des fournitures de bureautique, deux des produits ménagers, trois du mobilier de bureau, et que cela doit être ventilé dans des comptes généraux différents, comment le programme de compta va-t-il ventiler? Faudra-t-il alors réencoder la facture manuellement? Alors, la réponse est non, hein. Donc, en fait, la facture contient des informations riches. Donc, ces informations riches, c'est chaque ligne d'article à l'intérieur de ces factures. C'est aussi la possibilité d'avoir des dictionnaires d'écriture liés à un certain type de pièces pour le comptable et de proposer une ventilation comptable qui serait calquée avec les encodages précédents qui ont été réalisés. Et donc, ça me fait, je vais dire, une porte d'entrée, une transition facile vers l'avenir et l'intelligence artificielle, avec des facilités pour la reconnaissance de contenu de facture et des encodages plus avancés que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Comme la facture est beaucoup plus riche dans le format PayPal, hein, dans le format UBL, hein, le format XML, qui contient toutes les lignes des factures avec tous les détails même plus riches que ceux qu'on peut retrouver dans le format papier, eh bien, on peut imaginer qu'une intelligence artificielle bien configurée pourra reconnaître le contenu et faire une ventilation bien plus efficace même qu'un être humain. Et donc, on a le cas déjà avec Horus Software, où c'est déjà une AI qui s'occupe de la ventilation, déjà depuis plusieurs années. Et les résultats de ventilation avec les factures PayPal dans Horus sont très très bons, hein. Ça fonctionne très bien. Et donc, évidemment, il faut parfois lui montrer l'exemple à l'intelligence artificielle. Donc, il faut lui dire, lorsque vous recevez la première facture, ben, attention, là, tu la ventiles de telle manière parce que tu as fait ta proposition, mais comme c'est la première fois que tu as ce fournisseur-là, dorénavant, voilà à quoi ça peut ressembler. Et elle va apprendre progressivement à faire une ventilation efficace. Donc, l'intelligence artificielle va apporter des améliorations intéressantes sur la qualité de l'information, mais aussi la richesse de l'information. Donc, typiquement, dans des entreprises, on a régulièrement des problèmes de calcul de prix de revient. Mais si on a une intelligence artificielle qui va
encoder ou pré-encoder une analytique en tenant compte des lignes d'articles présentes dans une facture. Et si la facturation de vente est faite correctement, eh bien, on pourrait avoir un calcul de prix de revient qui serait calculé automatiquement. Alors ça, c'est le rêve, évidemment, pour beaucoup de comptables dans les entreprises de distribution où on se retrouve parfois avec des difficultés à sortir ce fameux prix de revient, et surtout dans les PME et les TPE, c'est vraiment quelque chose qui manque et qui pourrait être apporté grâce à l'intégration de PayPal dans les comptas avec une richesse d'informations accrue et une bonne intelligence artificielle qui pourrait, par exemple, vous aider à calculer ça. Donc ça, c'est sympa. Et puis, ça pourra aider aussi sur tout ce qui est fraude, hein, on en a touché un mot tout à l'heure. Tout à fait. Donc l'aspect utilisation de l'intelligence artificielle sur la fraude, ça permet de contrôler en fait les factures, de s'assurer qu'elles soient véritables, de s'assurer que les origines soient correctes, s'assurer aussi que les contenus correspondent à ce qu'on a réellement commandé. Donc on peut imaginer une intelligence artificielle qui aille lire dans les bases de données des comptas les factures pour les mettre en parallèle avec les bons de commande ou les demandes qui ont été formulées aux fournisseurs et de s'assurer qu'il y ait une corrélation entre les deux. Donc ça, c'est du boulot qu'on pourra faire dorénavant avec une intelligence artificielle. Petite parenthèse, un petit tips au sujet de l'intelligence artificielle. Il y a d'énormes progrès qui sont faits sur l'intégration des intelligences artificielles dans les applicatifs tiers. Donc aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, mais qui travaillent un petit peu toutes seules dans leur coin, comme ChatGPT. Il existe maintenant des outils qui sortent, qui sont des workflows, qui peuvent se connecter à votre programme de comptabilité, à votre ERP, à votre logiciel de facturation, mais également donc à des intelligences artificielles. C'est une espèce d'outil en fait central sur lequel on va connecter tous ces outils comme ces boîtes mail par exemple, et également WhatsApp ou Telegram ou que sais-je d'autre. Et on a des cas d'usage qu'on commence à mettre en place avec des collaborateurs chez nous qui pointent leurs prestations tous les jours, des techniciens, qui parlent un Telegram, donc qui est un outil de messagerie, en disant fais-moi un pointage de prestations pour tel client, pour le dépannage et la mise en œuvre de tel ou tel travail, et j'ai passé 2 heures. Et donc l'intelligence artificielle intercepte ça, se connecte à notre ERP et encode automatiquement ce qui a été demandé et éventuellement dialogue avec notre collaborateur pour lui demander l'une ou l'autre précision si c'est nécessaire. Donc et là, il utilise régulièrement là, pour le moment. On voudrait bien proposer à nos clients. Mais, donc ça, c'est un exemple de ce que l'intelligence artificielle permettra de faire sur des ERP, des outils de comptabilité. Et donc, on pourra par exemple demander à cette AI de lui extraire les informations sur une dernière facture fournisseur qu'on a reçue avec son contenu et éventuellement des anomalies. Donc l'avenir s'annonce assez sympa avec l'intelligence artificielle pour nous faciliter la vie. En tout cas, on l'espère. Eric, avant de faire la petite pause, hein, je te propose, parce que voilà, on arrive à la moitié tout doucement du timing prévu. Euh, Avant de faire cette petite pause, on a une question de Julie qui dit, il me semble plutôt qu'un assujetti 100% exempté n'est pas obligé d'émettre via PayPal, mais doit pouvoir recevoir ses factures d'achat de ses fournisseurs qui assujettis via PayPal. Et Jean qui dit, en tant que kiné, je ne suis donc pas obligé de faire partie du réseau PayPal. Merci pour cette info qui me rassure. Donc, je tiens encore à le redire une autre fois, c'est que si tant et si bien que vous ne facturez que à des particuliers, etc., qui ne sont pas sur PayPal, ça, c'est pas un souci. Mais par contre, les factures, comme le dit Julie, de vos fournisseurs, elles arriveront parfois normalement via PayPal, donc d'où l'intérêt d'y être. Vous ne devrez pas faire ce mouvement de facturation vous-même, mais pour récupérer des factures, il faudra y être, c'est ça? Oui, disons que voilà, on touche à la limite de l'information qu'on détient à l'heure actuelle, faute d'arrêter de mise en application. Donc, c'est clair que la réception des factures, ça dépendra de votre capacité à les recevoir et de l'intérêt que vous avez à vouloir utiliser ce système-là, notamment pour les communiquer à votre comptable. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'abordais notamment les logiciels de banque qui vont permettre notamment de faire cela. Et c'est intéressant de pouvoir les avoir dans ce format-là, dans un seul support, pour pouvoir les payer directement avec votre logiciel banque, par exemple. Mm. Donc, être capable de recevoir ces factures au format PayPal, bien sûr qu'il faut l'envisager, quoi, c'est clair. Mais de là à ce que vous ayez des difficultés ou des problèmes avec l'administration parce que vous ne les recevez pas dans le bon format, il y a un pas que je ne franchirai pas encore. Mais D'accord.
Voilà. Et donc voilà, au moins on est clair à ce niveau-là. Tournez-vous aussi, hein, comme je l'ai dit, je me répète, vers vos fédérations aussi qui sauront vous apporter les meilleures réponses à vos cas et surtout avec vos comptables aussi, hein, pour savoir, sont Oui. vraiment les personnes qui vous connaissent le mieux à ce niveau-là. Bah, écoute, je te propose qu'on fasse la petite pause et on revient d'ici 3 minutes, hein, une petite vidéo de 3 minutes histoire d'aller chercher un petit verre d'eau et on revient tout de suite après, Ok, plus en à tout de forme suite. que jamais. À tout de suite. Nous sommes de retour dans ce webinaire consacré à la facturation électronique via le réseau PayPal, hein, qui, on le rappelle, entrera en vigueur en Belgique de manière un petit peu obligatoire au 1er janvier 2026. Dans le chat, je voyais pendant la pause, il y a cette question, cette notion justement de savoir un petit peu si on est assujetti ou pas, hein, finalement, c'est aussi ça qui va régir beaucoup de choses. Euh, pour vous aider, alors que ce soit sur la facturation électronique ou sur plein d'autres sujets, je vous invite à venir faire un petit tour au Digital Days. Ça se passera à Namur le 23 juin, à Suarlé, à Écolis plus exactement. Alors les Digital Days, c'est quoi? C'est une journée qui vous est proposée où vous pourrez avoir des réponses à toutes vos questions sur tout plein de sujets, que ce soit de la cybersécurité, du marketing, des vidéos, de la facturation électronique, pourquoi pas. C'est vraiment une journée qui est à votre disposition
pour vous aider via des ateliers, des speed coaching en compagnie de professionnels que vous avez eu l'occasion de rencontrer, hein, peut-être lors de précédents webinaires que vous avez pu suivre. Donc rendez-vous pour cela le 23 juin. Je vais vous mettre directement le lien que je n'avais pas préparé, mais je vous le prépare ici. Voilà, comme ça, vous l'aurez. Rendez-vous au Digital Desk. C'est vraiment un moment très sympa entre professionnels où vous aurez plein de réponses à vos questions. En parlant de réponses à nos questions, donc nous, Eric, ça me fait une Oui. transition toute trouvée. Il faut que je remonte un petit peu seulement. C'était une question de Anne qui demandait pendant la pause si on travaille en association de faits de plusieurs indépendants, donc où les frais sont partagés, est-ce qu'il est possible de s'inscrire sur PayPal? J'imagine que oui. Oui, absolument, hein. Donc, ce n'est pas dévolu que aux assujettis TVA. Donc, tout le monde peut s'inscrire sur PayPal, des entités, associations de fait ou voilà, toutes sortes d'entités, une personne physique, voilà, qui ne soit même pas assujettie, qui n'ait pas d'activité même professionnelle tout à fait établie. On peut s'identifier et Parfait. échanger des documents même autres que la facture. Donc, Ok. pardon. Alors, avant de reprendre, on a évoqué tout à l'heure les différents bénéfices finalement, hein, parce que c'est ça un petit peu le but de cette facturation électronique, même si on est un peu réticent au début, hein, Ouais. et bien finalement il y a des bénéfices qui vous attendent et on vous partage un petit sondage justement, quels sont les bénéfices que vous attendez de cette facturation électronique, et puis ben, quand est-ce que vous pensez l'utiliser finalement? Est-ce que vous allez attendre que ce soit obligatoire? Est-ce que vous allez vous y mettre dès que possible? On attend vos réponses dans l'onglet sondage pour voir un petit peu où vous en êtes à ce niveau-là. Alors, je prends juste une autre question qui date un petit peu, mais tant qu'on est justement sur l'aspect sécurité, la transition est toute trouvée. C'était une question de Claude qui disait l'archivage digital comme l'archivage papier actuel, c'est l'année en cours plus 10 ans, mais par exemple un PDF n'aurait une garantie lisible que de 7 ans. Comment cela se ferait-il justement, cet archivage via ce type de fichiers finalement? Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Oui, il faut s'inquiéter de l'archivage de ces documents, parce que la responsabilité incombe à l'assujetti ou à la personne qui a émis des déclarations de pouvoir être soumis à un contrôle à minima pendant 7 ans. Donc ça, c'est le délai de conservation officiel. Ouais. Cela étant, ça peut être plus long, et c'est le cas en fait pour les produits amortis à plus longue durée, comme un bâtiment. Et donc, un bâtiment qui sera amorti 33 ans, on est censé conserver les factures pendant la durée d'amortissement. Alors, évidemment, là, ça pose des questions, parce qu'un bâtiment de 33 ans, on doit garder son format électronique 33 ans, c'est une éternité dans le monde du digital. Euh, voilà, donc ça me ramène à mes débuts, donc vous imaginez bien que beaucoup de choses ont disparu depuis lors, et donc c'est important, oui, de trouver des moyens de conservation et de renouveler ces moyens de conservation pour s'assurer qu'à un moment donné, on puisse ressortir les documents qui sont utiles en cas de contrôle, ou même pour sa propre conservation et son archivage, quoi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur du fichier XML, le format du PDF, du fichier PDF, est encrypté à l'intérieur. En tout cas, c'est ce qu'on espère, parce qu'il est possible d'échanger des factures électroniques sans que le format graphique ne soit inclus dedans. On a des cas d'usage avec l'Italie notamment, qui ont envoyé des factures, certains émetteurs où le format graphique de la facture n'existait pas. Donc on se retrouve uniquement avec un encodage dans son programme de compta qu'on peut valider ou non. Donc il y a quand même des cas d'exception, des cas d'usage qui existent, mais ce qu'on souhaite, c'est conserver cet XML dans lequel normalement il y a le PDF, et de pouvoir le stocker sur des outils de stockage plus longue durée, comme voilà, des stockages cloud ou des supports inertes, ou que sais-je d'autre, quoi. Donc, Mhm. c'est un réel sujet, hein, c'est un vrai problème, la conservation de ces documents à long terme, minima 7 ans et plus éventuellement. Et donc, oui, il y a des risques et des difficultés qui peuvent se présenter, comme les risques de piratage, de cryptovirus, ce genre de choses. Donc, voilà, beaucoup d'attention autour de ça, surtout quand on passe du monde de la farde avec les papiers qu'on imprime, les PDF qu'on imprime et on met dans la farde, et puis où on passe vers PayPal et où on passe au tout digital. Il y a de bonnes habitudes, des petites copies de sécurité à faire de temps en temps. Tout à l'heure, je parlais du SaaS,
avec des outils qui sont disponibles en ligne, où vos données sont confiées à un tiers. Il est important de pouvoir les retélécharger. Des solutions qui ne permettent pas de récupérer vos données, de récupérer votre liasse de fichiers XML, c'est un problème. On a des banques qui ont fait faillite, hein. Donc pourquoi pas un éditeur de logiciels SaaS, quoi, hein. Donc il faut être prudent avec ça et être capable d'avoir la main sur ces données, quoi. Alors, on a lancé un petit sondage, je vais y mettre fin maintenant et partager les résultats de l'enquête. Adrien avait hâte de voir les résultats de cette enquête. Pour 85% d'entre vous, c'est le gain de temps qui prédomine dans le bénéfice attendu, tout comme moins d'erreurs, hein, 45%, suivant ensuite un suivi plus simple, réduction des coûts et les paiements plus rapides. Ça vous intéresse un petit peu moins. Et alors, on a une majorité de très bons élèves, hein, finalement, dans notre public, car 55% d'entre vous, vous comptez vous y mettre dès que possible, 25% quand ce sera obligatoire, d'autres dans quelques mois. On a quelques indécis, 3% qui disent je ne sais pas encore, on verra bien. Bah oui, c'est vrai que c'est énormément d'informations à digérer Ah oui, ce évidemment. soir, donc voilà, on vous demande pas un plan actuel et d'avoir votre planning directement, mais c'était pour avoir un ordre d'idée. Euh, je te laisse peut-être nous énumérer, hein, même si on l'a déjà un petit peu touché un mot, les fameux Ouais. aspects liés à cette cybersécurité qui est très importante, comme on l'a dit avec cet archivage, par exemple. Juste avant, un petit mot sur le sondage et sur les aspects rapidité de paiement. Donc en fait, on a vu que le sondage en fait indiquait qu'a priori, bon, ça ne changerait pas grand-chose sur la rapidité de paiement. Et en fait, des mesures ont lieu autour de ça et par rapport au fait que la pièce est déjà totalement encodée et de plus en plus d'applications en fait permet de faire le paiement en un clic, eh bien, ça améliore réellement le délai de paiement, en fait. C'est réellement plus efficace de ce côté-là. Donc, c'est un apport quand même qui n'est pas négligeable de ce côté. Effectivement, ça fait Voilà, toujours du bien en d'être payé en temps et en heure et rapidement. du jeu. Donc, sur les aspects sécurité, ben oui, on en a parlé, hein. Donc, il y a un chiffrement des données de l'émetteur jusqu'au récepteur, avec voilà, des certificats, avec des niveaux de cryptage élevés. Qui, même à l'origine, je pense, ne sont même pas autorisés sur le sol américain, par exemple. Ils n'aiment pas ça parce qu'ils ne savent pas décrypter en temps réel. Donc, c'est très, très bien sécurisé. Il y a la question de l'authentification des utilisateurs qui est de très haut niveau également. Donc, se faire passer pour un tiers, c'est très compliqué. Et la sécurité de la transaction, parce que sur les plateformes de stockage et sur le format du fichier qui est encrypté lors de son transit, permet une anonymisation, une sécurité en termes de contenu, protection du contenu qui est élevée. Donc, beau boulot de la part d'OpenPayPal sur le niveau de la norme et de la qualité de la sécurité. Normalement, on peut dormir tranquille à ce sujet. Alors, le RGPD, on en a On en déjà a déjà fait parlé. un grand mot. Ça me permet justement de poser la question, alors qu'il n'a rien à voir avec le RGPD, mais une question de Nicolas qui dit peut-être une question bête. Il n'y a pas de question bête, Nicolas. Prenons le cas de nos kinés ici présents qui ne facturent pas en B2B. Ils ne doivent donc avoir qu'un point d'accès pour recevoir les factures de leurs fournisseurs, mais pas de logiciel spécifique pour établir et envoyer des factures. Toutefois, lorsqu'ils viennent à vendre un bien d'investissement, par exemple une voiture, à un autre assujetti, imaginons un garage, dans ce cas, nous sommes dans une opération en B2B pour laquelle une facture est nécessaire. Quid pour l'envoi de la facture? Eratum, un autre assujetti, mais pas un garage. Mais donc, si on vend un bien finalement qui est un bien dit d'investissement à un autre assujetti, est-ce que ça devra passer par PayPal? Alors, il y a des plateformes en fait qui permettent d'encoder une facture au format PayPal pour l'acheminer. Donc il y a notamment Bossa. Donc Bossa, c'est le bras armé digital du SPF Finance, enfin du SPF, du Service public fédéral, qui permet donc d'émettre des factures vers des formats différents. Donc si vous n'avez que du PDF ou ce genre de choses-là, ça vous permet voilà, de les faire transiter dans ce format. Alors, il y a la question toujours de législation, est-ce qu'il ne va pas y avoir des tolérances sur ce genre de cas? Est-ce que le législateur, justement avec l'arrêté royal de mise en application, ne va pas prévoir des cas de figure spécifiques? Il y a quand même beaucoup, beaucoup de cas particuliers dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. Euh,
voilà, sur des cas comme l'autofacturation. Vous avez des agriculteurs qui, eux, perçoivent des montants de coopératives ou de sucreries et ils reçoivent un bordereau de la sucrerie, donc c'est la facture inversée. Il y a des entreprises qui se facturent elles-mêmes également. Ça existe aussi. Donc tous ces cas sont traités technologiquement et techniquement. Donc la plateforme PayPal permet de le faire, mais est-ce que le législateur le permet? Et donc dans le cas de l'autofacturation, ça c'est clair qu'ils ont déjà répondu et il n'y a pas de souci. Mais dans le cas d'émission de factures à titre exceptionnel, ce genre de choses-là, il restera encore des questions. Techniquement, des solutions existent, mais est-ce que le législateur sera tolérant à ce sujet? Ça ne relève pas de ma compétence, en fait. C'est voilà. C'est C'est pas toi qui fais la loi. pas moi qui vais la loi, voilà, pas encore. On avait une question aussi de Sophie, et je pense que justement on en avait touché un mot tout à l'heure. Elle dit, comment savoir quel client ou fournisseur est inscrit sur PayPal? Est-ce qu'on doit le demander au cas par cas aux concernés ou existera-t-il un listing consultable via PayPal pour rechercher notre interlocuteur? Car comme tu l'as dit, ben, on va se voir attribuer une adresse PayPal. Absolument. Donc en fait, là, j'ai ma barre d'outils qui s'est mise et je ne sais pas changer d'onglet. Donc je vais y arriver, voilà. Il y a un site qui s'appelle directory.paypal.eu. Donc en fait, ce site en fait est intéressant parce qu'il permet de spécifier une recherche et d'obtenir l'adresse PayPal. Donc là ici, je vous ai fait une petite recherche en temps réel. Et ce que j'ai mis en surlignage, eh bien, c'est l'adresse de la société M6. Donc c'est un préfixe suivi de 2 points, suivi ici du numéro d'entreprise. Mais on pourra avoir un numéro tout à fait différent. C'est parce qu'en fait, les assujettis belges, en général, sont créés de cette manière-là. Mais tout à l'heure, je parlais d'associations wallonnes ou danoises, et ce sont des valeurs tout à fait différentes. Donc, dans le petit schéma que j'ai montré tout à l'heure entre l'émetteur, le fournisseur de services, le réseau PayPal au milieu, et puis le fournisseur de services destinataire et le récepteur, il y a la boule au centre avec PayPal. Et bien, dans la boule, on a juste une chose, c'est un répertoire en fait. Et ce répertoire, eh bien, on y a accès à travers ce portail et vous pouvez taper n'importe quel numéro de TVA ou n'importe quel nom d'entreprise et vous tomberez donc sur des réponses avec des identifiants. Et donc on voit ici que dans ce cas-ci, on va avoir Codabox qui est un fournisseur de services qui lui a plusieurs identifiants. Un où on voit que c'est un numéro de TVA ici, et là on voit qu'il y a un BE devant. Et en fait, je montre ce cas d'usage parce que donc on peut avoir plusieurs identifiants PayPal, on peut avoir plusieurs boîtes PayPal, notamment pour l'émission des factures, mais pas pour la réception. On ne peut être présent qu'une seule fois sur la plateforme PayPal en termes de réception, mais en émission, on peut être présent avec plusieurs logiciels de facturation. Je peux avoir mon e-commerce qui émet des factures vers une plateforme PayPal. Je peux avoir d'autre part mon logiciel de caisse qui est capable d'émettre des factures, qui va émettre des factures PayPal directement à mon comptoir. Et ce sera 2 identifiants PayPal différents, 2 canaux avec fournisseurs de services d'envoi différents. Et est-ce Donc, que oui, ce numéro PayPal, est-ce que c'est une mention obligatoire à spécifier sur la facture avant l'envoi, nous demande Sophie. ce numéro est encrypté pardon, dans le fichier XML, dans la facture. Donc, et il sert de cheminement. Donc, si vous indiquez un nom, mais que ce nom n'est pas présent sur la plateforme et que la résolution de nom n'est pas réalisable, eh bien, dans ce cas, vous risquez de ne pas avoir votre facture aboutir. Donc, vous avez des logiciels, en fait, c'est le cas notamment de Winbooks, vous tapez un nom, le logiciel va faire la recherche tout seul sur le répertoire PayPal et va déduire et trouver cet identifiant. Mais s'il a un doute ou s'il y a une incohérence dans le nom ou plusieurs réponses potentielles, eh bien dans ce cas, il va vous bloquer et vous demander de faire des choix où vous devrez lui spécifier cette adresse manuellement, en fait. Donc cette question de l'identifiant est importante. Je vais même aller encore un petit peu plus loin. Il faut savoir qu'en fait, il y a 1 300 000 assujettis en Belgique. Sur les 1 300 000 assujettis, il semblerait qu'il y ait déjà 300 000 identifiants PayPal. Or, d'autre part, on sait qu'il y a à peine 1% des factures des assujettis belges qui transitent par le réseau PayPal aujourd'hui. Et donc, on se rend compte qu'il y a une disproportion entre être sur PayPal et faire acheminer ces factures par PayPal.
Donc il y a des gens qui sont sur PayPal et qui reçoivent quelques factures, mais qui n'en émettent pas. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail pour la conversion, ce qui rend la tâche colossale pour les informaticiens de gestion d'ici le 1er janvier. Donc c'est évidemment impossible qu'on y arrive, mais c'est intéressant de comprendre en fait que bien maîtriser son identifiant et avoir la conscience qu'il faut communiquer avec les personnes vers lesquelles on envoie les factures pour leur dire oui, attention, on vous envoie dorénavant par PayPal et allez les relever. Et d'être bien d'accord sur le canal, c'est évidemment quelque chose à faire, quoi. Donc c'est une adoption qui va être progressive. C'est ça, ben, ça fait un peu le corollaire, hein, comme tu le disais, avec une adresse email. Finalement, au début, on avait tous une adresse email, mais on recevait, enfin, on Tout à reçoit fait. même parfois encore nos factures papier. On a dû nous demander l'autorisation de les envoyer via email. Donc, c'est ici, on migre vers un autre canal et donc il va falloir un petit peu de temps. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc c'est sa petite adresse et donc elles sont publiées là, donc c'est intéressant d'aller voir. Mais voilà, je le répète, c'est pas parce que vous trouvez l'adresse de votre client qu'il va nécessairement aller relever la facture. C'est ça. Donc, mais par contre, si vous utilisez un logiciel ad hoc, il vous informera lorsque c'est le cas. Donc, vous pouvez toujours tenter le coup et le surveiller. Et puis, si c'est relevé, tant mieux. Sinon, ben, il faudra réenvoyer en parallèle avec un autre format. Ok. Alors, ce fameux réseau PayPal et ce mode de facturation, il s'inscrit dans un concept qui est celui de la souveraineté numérique. Ça veut dire quoi, ça, concrètement, Eric? Alors, la souveraineté numérique, c'est un concept qui descend à nouveau de la communauté européenne, où on a eu des cas dramatiques de perte de données, de vol de données, même entre États. Et c'est une sensibilisation que la Commission européenne veut faire sur tous les acteurs sur le territoire, en sensibilisant les gens à l'importance de la souveraineté de ces données. Donc, c'est quelque chose que je vous ai déjà abordé à plusieurs reprises. Donc, en fait, quand vous avez des données qui sont utilisées, vous devez savoir où elles sont et comment vous pouvez les récupérer si vous les avez confiées à un tiers. Et c'est ça la souveraineté, ça ne concerne pas que les États, ça ne concerne pas que la Commission européenne, mais ça nous concerne tous parce que nos données, c'est important, elles ont de la valeur. Et les personnes qui dépendent de ces données, on prend l'exemple de kiné, on en a parlé beaucoup, quand il y a des dossiers médicaux ou simplement une adresse mail avec un nom, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour des pirates informatiques ou pour des sociétés commerciales. Et c'est important de les protéger. Et je rappelle d'ailleurs que dans le cadre du GDPR, eh bien, en cas de perte de données, vous êtes tenu de le signaler au CERT, qui est un organisme officiel qui va collecter et intercepter l'information et éventuellement fera intervenir la CRAMUNIT, donc la CRAMUNIT qui est l'unité fédérale de sécurité, cybersécurité, dans le cas de piratage. Donc c'est quand même important, quoi, en fait, hein, donc, du point de vue législation, mais également vis-à-vis de vos clients, par exemple, pour lesquels vous détenez peut-être des informations voilà, importantes. Donc, ce n'est pas parce qu'on est obligé de se digitaliser à cause de PayPal qu'on doit aller mettre nos données n'importe où et faire n'importe quoi avec, en fait, en gros. C'est ça que ça signifie, quoi. Ça pourrait se retourner contre vous, hein, si vous Oui, perdez oui, oui, il faut quand même de maîtriser. vos clients qui sont sensibles. Si on arrive à prouver que vous n'avez pas mis en place tout ce qu'il fallait pour sécuriser ces données, ça pourrait se retourner contre vous. C'est quelque chose qu'on a déjà abordé lors d'un précédent webinaire cybersécurité, justement. Je vous remettrai le lien de la chaîne YouTube dans le chat si vous voulez aller faire une petite mise à jour de ce côté-là. On a une question de Laurent qui dit: est-ce que des sanctions sont-elles prévues ou à prévoir si le SPF Finance requalifie des assujettis exemptés en assujettis déposants? Niveau usage PayPal, bien sûr. Là, j'anticipe ta réponse, Eric. Ben, c'est encore un peu tôt pour se prononcer, on n'y est pas. Absolument. Bon, à nouveau, le bon sens prévaut, hein, au même titre que ce que j'expliquais tout à l'heure. Un émetteur ne peut pas être responsable de la capacité qu'a un récepteur à recevoir ou non une facture au format PayPal. Donc, ici, c'est un petit peu la même chose. Comment est-ce que, lorsque vous êtes requalifié pour des factures qui ont été émises 2 ans avant, comment pourriez-vous être responsable voilà, de l'émission de ces factures dans un mauvais format? Alors que vous ne saviez pas que vous alliez être requalifié 2 ans plus tard. Donc voilà, il faut, à nouveau, quand il y a du changement d'évolution, parfois on peut perdre voilà, un certain bon sens, je vais dire, mais la chronologie
du temps fait qu'à un moment donné, le législateur ne veut pas revenir en arrière comme ça pour tout et n'importe quoi. Il y a quand même des limites, quoi, hein. C'est ça, ouais. On va Ouais, pas se voilà, trouve quand même un petit peu, oui, un petit peu tiré par les cheveux, voilà. finalement, ce petit jeu du chat et de la souris. En parlant de petits jeux, je vous en propose encore un autre, moi, avec mes petits sondages, mes petites enquêtes. Euh, Vous l'avez vu, on a énoncé certains avantages, hein, mais parfois, ben, justement, on est un peu réfractaire au changement, et c'est parfois bien normal, hein, le temps de s'habituer. Et donc, on vous demande via ce petit onglet sondage, quelles sont vos principales craintes peut-être vis-à-vis de tout ce qu'on vous explique ici ce soir, bah, pour déjà les appréhender, hein. Donc dites-le nous, est-ce que c'est plutôt la complexité technique, le coût des outils? Comme ça, on pourra rebondir finalement sur vos craintes et essayer de vous rassurer à ce niveau-là. D'autant plus que Eric, il a déjà le background de personnes qui ont utilisé ce réseau et qui en sont très contents, hein. Finalement, on l'a vu aussi lors de précédents webinaires, les avis ça compte énormément, l'expérience des clients, les retours, et tu en as justement quelques-uns. Oui, absolument, hein. Donc, les cas d'usage, voilà, pour les logiciels qui ont bénéficié de ces fonctionnalités-là il y a déjà plusieurs années, où on a des gens qui sont déjà habitués à l'usage de ces softs et d'échange de factures avec des grosses quantités entre grosses entités, ben, eux, évidemment, ne sauraient plus faire autrement. Donc, c'est devenu tellement naturel qu'ils ne se rendent plus compte qu'ils utilisent PayPal tous les jours. Par contre, pour des cas d'usage plus récents, donc où on commence donc à onboarder, à intégrer régulièrement des nouveaux clients sur PayPal avec différentes sortes de logiciels. On est distributeur d'une dizaine de logiciels et on est éditeur de deux, hein. Donc, ben les expériences sont plutôt positives. Donc, la mise en service, ben, les gens s'y font assez rapidement. C'est pas compliqué à faire. Il faut consacrer un petit peu de temps, s'identifier et configurer les logiciels, faire les mises à jour et donner une petite formation pour bien expliquer où on peut voir les accusés de réception et sur quel bouton il faut appuyer pour faire l'envoi. Donc, pour un usage journalier, c'est très très facile à mettre en œuvre. Et puis alors, on a un deuxième retour d'expérience a posteriori, après quelques semaines ou quelques mois d'usage, où on a un sentiment en fait de satisfaction et quelque part de plaisir, si on peut dire, pour l'usage de factures, où on voit ces factures arriver dans son système toute seule et on constate en fait dans des bureaux où des personnes en fait traitent en priorité les factures PayPal parce que c'est plus facile. Donc voilà, ça c'est intéressant à constater en fait. C'est apprécié en fait par rapport aux autres. Les factures PayPal sont plus appréciées que les autres a Ouais. priori. Donc, Ben, c'est ça qui est assez fou, c'est que tu as réussi à allier dans la même phrase plaisir et facture. Généralement, ça va pas trop ensemble, mais voilà, tu nous l'as fait, donc c'est super. voilà. Euh, à la question des principales craintes, je vais vous partager à toutes et à tous vos résultats. C'est très serré, on va dire, entre 57 et 56%. Ce sont le coût des outils et la complexité technique qui font le plus peur. Viennent ensuite 26% l'incompatibilité avec le système actuel, 23% le fait de ne pas avoir assez d'informations et le manque de temps à 17%. Mais donc, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ces craintes que sont la complexité technique et le coût? Alors, si j'ai apporté des craintes quant à la complexité du système en l'expliquant, ce n'était pas volontaire, mais ce que je peux quand même dire, c'est que c'est un système évolué qui techniquement en fait est très intéressant pour nous informaticiens de gestion parce que ça permet l'automatisation. Et c'est la complexité derrière qui permet en fait d'assurer un usage hyper facile et hyper direct. Et donc en fait la complexité technique elle existe, mais elle n'est pas pour les usagers, elle est pour les informaticiens derrière et pour le réseau PayPal. Et c'est très bien fait comme outil. C'est très satisfaisant de voir ça pour nous hein, qui faisons ce métier-là tous les jours. Mais en réalité, à l'usage de tous les jours, c'est d'une simplicité enfantine. En réalité, je l'ai montré dans la démo, hein, c'est un bouton Send sur lequel il faut appuyer à la place de imprimer comme on le faisait avant. Donc, je ne crois pas qu'on pourrait faire plus simple en fait pour l'usage quotidien. Et par exemple, si vous utilisez déjà certains autres logiciels de facturation, je pense par exemple à Odoo,
C'est un paramètre à aller activer quelque part et c'est très, très simple et ça ne change finalement rien à votre mode finalement Absolument. opératoire. Et le coût des outils qui est Oui. justement la plus grosse crainte de nos internautes. Eh bien, il y en a pour toutes les bourses. Donc, ça, c'est une première chose. Et un second élément, c'est que ce qu'on a pu voir quand on compare les coûts d'émission d'une facture PayPal, eh bien, ça revient quand même moins cher que d'imprimer et de mettre un timbre. Parce que ça coûte cher un timbre, ça coûte encore plus cher qu'une. Enfin voilà, il faut aller la conduire, il faut la déposer à la boîte, enfin on ne pense pas à tout ça, mais les coûts indirects sont assez élevés en réalité. Donc quand on voit qu'on peut mettre dans les conditions payantes complètes et mettre des factures de 1 cent à 6, 7, 8 cents, 10 cents la facture, donc ça, c'est quand on fait vraiment des volumes. Et en plus, il y a un tas de solutions gratuites qui existent. Et tant que vous en faites moins de 50, moins de 10 ou moins de 100 par an, eh bien, ça peut même être gratuit. Donc, les gros émetteurs, ben, je vais donner des ordres de grandeur de prix. Les petits émetteurs, ça peut même être parfois gratuit sur beaucoup de plateformes, quoi. Mm. Donc, en termes de coûts, il y en a pour toutes les bourses. Et économiquement, ben, dans l'absolu, par rapport à une facture papier, c'est largement moins cher, en fait. Ok. Voilà. On a une question d'Aline assez intéressante. Est-ce que PayPal simplifie la réalisation des rapports TVA trimestriels pour les comptables? Est-ce que ça peut t'aider à ce point-là? Oui, absolument. Donc en fait, derrière PayPal, il y a une politique à nouveau de la Commission européenne qui développe un projet VIDA, VIDA, qui a pour but de ne plus faire de déclaration de TVA. Donc les assujettis TVA n'aient plus à les faire. Et donc on pourra imaginer avoir un flux d'informations qui, partant de l'échange PayPal, permettent au logiciel de compta et de gestion de faire suivre ce flux, de le poursuivre vers des outils d'administration de manière automatisée sans devoir à nouveau faire des déclarations TVA ou listing TVA, ce genre de choses. Donc c'est voilà, un but assumé de la Commission européenne de vouloir supprimer les déclarations TVA sur le territoire européen pour tous les assujettis qui bénéficieront d'une facilité grâce à ces outils probablement après 2030 quand l'adoption de PayPal sera définitivement dans les mœurs. Ouais, c'est ça. Alors, question de coût, nous dit Bernadette, il faut quand même payer l'adaptation de notre logiciel de facturation actuel pour le rendre compatible à PayPal. Mais comme je le disais, pas forcément, parce que si vous êtes sur un logiciel comme Odoo, vous avez juste à activer un paramètre. Enfin, tout dépend un petit peu de votre logiciel. Et c'est un point, je sais, auquel tu tiens fort, Eric, c'est que bah, si vous n'avez pas de logiciel, essayez de vous accorder avec votre comptable pour savoir qu'est-ce qui sera compatible avec le sien. En fait, ce qui serait dramatique, c'est de devoir payer beaucoup plus cher des frais d'encodage auprès de votre comptable pour réencoder toutes vos factures, pour économiser 16 euros ou 7 euros par mois de facture, de logiciel de facturation, quoi. Hmm. Ça, ce serait dramatique, quoi. Donc, en plus, si vous, donc pour expliquer ça un petit peu plus largement, donc en fait, euh, ça s'exprime un petit peu comme une gaussienne, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir la majorité des gens qui vont pouvoir se conformer et adopter des logiciels qui sont dans les suites des logiciels que les programmes des comptables utilisent. Et toutes ces personnes-là, je les encourage à utiliser ces systèmes parce que c'est un échange bidirectionnel. Ça signifie que non seulement on peut envoyer ces documents vers le comptable, mais on peut recevoir ces factures PayPal et avoir cet échange sur le contenu des documents avec son comptable. Et ça fait gagner un temps infini, non seulement à votre comptable, mais à vous-même. Et en plus, vous avez une visibilité sur le contenu de votre compta et sur le traitement régulier de votre comptabilité par votre comptable. Et ça, c'est une force importante pour vous, entrepreneurs, parce que vous avez une visibilité sur le travail que votre comptable fait. Après, vous allez avoir les extrémités. Les extrémités, ben, ce sont les tout petits émetteurs, des gens qui n'émettent que 12 factures par an, des consultants par exemple. Ma foi, si ils doivent télécharger le fichier UBL et l'envoyer, le fichier PayPal, le mettre dans un email et l'envoyer au comptable une fois par an, c'est peut-être pas très grave.
Et d'un autre côté, l'autre extrémité, ce sont les très gros émetteurs. Et donc, on est par exemple, nous, éditeurs d'un logiciel pour les distributeurs de boissons, les brasseurs, qui est tout à fait spécialisé, c'est une niche. On a des clients qui émettent jusqu'à 40 000 factures par an. Donc là, on est sur une autre extrémité. Hein, je fais le grand écart entre 12 factures et 40 000 de l'autre côté. Et donc là, c'est clair qu'il faut absolument être entièrement synchronisé avec un programme de comptabilité, avec une injection automatique. Et je vous passe tous les détails techniques affreux qu'il y a derrière ça pour arriver à faire quelque chose d'opérationnel et d'efficace, quoi. Donc, il faut voir où on se situe entre ces deux extrêmes et voir en quelle mesure on peut privilégier l'usage des outils qu'on pourra avoir avec son comptable. Hmm. Je vois, bref, d'ici 10 ans, les comptables sont tous au chômage, sauf dans les grandes boîtes, me dit Sylvie. Non, je pense pas. Je pense que les Alors, comptables ont encore de bons jours devant eux. oui, et pas qu'un peu en fait, hein, parce que bon, il y a de toute façon, le métier de la comptabilité est un métier en crise, hein, donc on est avec des têtes grises pour le moment, donc des gens qui, la moyenne d'âge est assez élevée, ils sont en recherche de main-d'œuvre, il y a énormément de consolidation dans les bureaux comptables, et l'avènement en fait d'outils comme PayPal avec l'intelligence artificielle, ce genre de choses-là, va renforcer en fait la nécessité, le besoin qu'ont les entrepreneurs à ce qu'on leur donne du conseil et à ce qu'on les aide à faire de la comptabilité de gestion et plus de la comptabilité administrative. Et en réalité, là pour le moment, ils font les deux, probablement pas suffisamment bien la partie gestion en général, parce qu'ils sont noyés encore d'administratif, quoi. Et donc l'idée, c'est d'essayer de les faire converger vers de la comptabilité de gestion pour être au plus proche des attentes des indépendants, des entrepreneurs, pour les aider à progresser et évoluer, quoi. Donc c'est plutôt super en fait, parce que les entrepreneurs, ils voudront toujours payer un bon comptable pour les aider. Alors, avant d'arriver à la dernière partie de ton exposé, on a une question de Francis assez intéressante et qui rejoint un petit peu celle des outils. Il dit ceux qui ne reçoivent qu'occasionnellement des factures PayPal, est-ce qu'ils sont avertis de l'arrivée d'une telle facture? Donc, est-ce qu'on pourrait par exemple imaginer un outil qui, dès que tu reçois une facture PayPal, t'envoie un mail en disant, ben voilà, il y a une facture qui Oui, vient d'arriver. c'est régulier, hein, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les logiciels. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai montré donc la suite Winbooks et vous avez une case à cocher dans le paramétrage qui fait que vous avez un duplicata qui est envoyé dans une boîte mail, quoi. Ok, donc comme ça, au moins on est sûr de ne pas le rater, Tout à parce que fait. comme tu l'avais dit, hein, vu qu'il y a beaucoup de gens, enfin, mais très peu de monde qui transite des factures par là, au moins on est sûr. Ça Alors, il y a rejoint, encore... oui. Pardon? Ah, mais ça Ouais, rejoint aussi la question de l'automatisation. Donc en fait, comme on a deux machines qui parlent l'une avec l'autre, on a un système automatique et c'est pas parce que c'est automatique que ça ne nécessite pas de contrôle. Et dans les systèmes régulés en général, on considère qu'il faut à minima je vais dire, 100% de temps, il faut conserver 20% pour le contrôle qu'on a pu économiser. Donc sur 10 heures économisées sur une année, on doit quand même consacrer 1 heure à faire du contrôle de ce que fait la machine. ouais, ça va. Alors, avant d'arriver à la dernière partie, un peu plus de conclusion, je vous envoie une dernière fois dans l'onglet sondage slash quiz notre petite enquête de satisfaction, hein, parce que le but, c'est voilà, que vous puissiez nous évaluer. Ça nous permet aussi de pouvoir vous proposer ce genre de webinaire. Donc, c'est vraiment important pour nous que vous puissiez prendre quelques petits instants de votre temps pour y répondre. Je vois qu'il y a encore une remarque de Claude et une question de Sophie, mais vous inquiétez pas, on va y revenir tout de suite après. Mais voilà, on a un petit peu une petite partie conclusion et perspective justement pour, entre guillemets, clôturer la partie théorique. Voilà, voilà. Euh, en termes de conclusion et de perspective, donc il y a quand même voilà, une nécessité d'y venir à cette facturation électronique. C'est crucial en termes d'efficacité et de facilité. Et puis, tout le monde va s'y mettre. Donc, il ne faut pas se retrouver le dernier à la traîne, parce que vous aurez des difficultés à un moment donné à transmettre des pièces à certains interlocuteurs et vous serez traité après les autres. Donc, on constate déjà maintenant que les gens qui sont sur PayPal, c'est eux d'abord. Et donc, par rapport au fonctionnement, ben voilà, on est sur de la standardisation, une réduction d'erreurs, une efficacité. Donc, ça aussi, c'est agréable. Et également de la conformité par rapport à ce format qui est compatible avec l'administration. Donc, vous êtes sûr que vos factures sont toujours conformes.
ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Donc on a quand même encore beaucoup de factures papier qui sont erronées, qui ne disposent pas toutes les mentions conformes ou qui ont des problèmes de totaux. Ça arrive. Donc tout ça, c'est terminé, quoi. Et puis voilà, il s'agit de la transformation numérique, l'évolution du digital. Donc c'est clair qu'il ne faut pas se laisser distancer parce que ça avance très vite. Et comme j'expliquais tout à l'heure, ce vecteur PayPal va être associé à de l'intelligence artificielle et va offrir des fonctionnalités qu'il ne faut pas rater, en fait, parce qu'elles vont être utiles et nécessaires pour les business et les métiers. Des évolutions, en fait, la norme PayPal, elle évolue. Donc, il y a des nouveautés qui sortent épisodiquement pour améliorer le contenu de ces factures électroniques ou des échanges électroniques en général. Et ces innovations sont toujours en rapport avec l'évolution de la législation, mais également avec l'évolution des technologies. Et donc là aussi, si à un moment donné, pour avoir une meilleure efficacité, certains éléments doivent être ajoutés dans la facture électronique pour faciliter le travail des intelligences artificielles, eh bien, ce seront des travaux qui auront lieu par OpenPayPal pour généraliser ça dans le format d'échange. Donc il y a des travaux déjà à ce sujet. Donc de l'évolution, qui dit évolution, dit forcément qu'il faut s'accrocher très rapidement pour ne pas être largué, si je peux m'exprimer ainsi, et se retrouver à la traîne et ne pas avoir de difficulté pour onboarder, quoi. Donc, voilà. C'est ça. Voilà. Autant prendre le train de la technologie en marche Au plus vite, absolument. tant qu'il ne va pas encore trop vite. Et J'ai... ouais, Oui, pardon, je disais justement dans ces cas, on va dire, de se projeter dans le futur, hein, et de l'utilisation de PayPal, Sophie dit, qu'en est-il des avertissements d'extrait de rôle, de toute documentation de taxation communale? Est-ce qu'ils seront obligés de nous envoyer ces documents via PayPal? Les assureurs aussi, est-ce qu'ils devront leur envoyer leur avis de paiement via PayPal? Donc, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Parce que, par exemple, Laurent il dit ben, les assureurs sont des assujettis mixtes, donc a priori oui. Pour les administrations, ben, c'est un peu plus compliqué, hein, nous dit Claude. Donc ben, il va falloir un peu que tout ce monde s'adapte. exactement. Maintenant, il y a quand même la génération de l'usage des plateformes de MyMinFin, hein. Et c'est un autre sujet en réalité où on a une plateforme sur laquelle l'administration vous offre la possibilité de vous connecter pour aller chercher l'information. Donc il ne s'agit plus d'acheminer de l'information d'un point A à un point B, comme PayPal, mais de mettre à disposition un portail par un fournisseur qui est en l'occurrence l'État dans ce cas-ci, dans lequel vous allez retrouver toutes vos informations. Et donc on voit au fur et à mesure du temps que ces plateformes s'améliorent, mais il leur reste encore beaucoup de travail évidemment, et bien entendu, on aimerait pouvoir centraliser tout sur une seule plateforme, et ça, tout ça est encore en évolution. Et donc je parlais tout à l'heure de BOSA, hein, qui est donc une structure technologique du service public fédéral qui travaille ardemment à la mise en place de ces plateformes, hein. C'est même la majorité de leur travail, hein. C'est les plateformes d'échange pour la justice notamment. Donc, voilà. C'est un autre sujet, je pense. Ouais, bah oui, parce que tu dis, cette multitude de plateformes, Français, il dit, est-ce que e-box peut être une alternative à PayPal? Mais c'est autre chose. À nouveau, c'est une plateforme de stockage et non pas un outil de transfert d'informations, quoi. Mais donc, voilà. Mais de là à ce qu'on ait un e-box qui permette de réceptionner une facture PayPal, pourquoi pas? Hmm, Voilà. tout à fait. Voilà, voilà. Tu nous as mis multitude de sources et de ressources qu'on pourra retrouver dans tes slides que Sandra se fera le plaisir de vous envoyer a posteriori de ce webinaire. Oui, en fait, après les FAQ, je vois que je dois avoir une bonne dizaine de slides divers et variés, donc sur FAQ avec des liens utiles, dont le lien pour aller sur le répertoire des adresses PayPal, hein, des abonnés. Il y a des informations, mais là, plus techniques et plus évoluées, je vais dire, dans le flux et les échanges d'informations entre les outils. Il y a une explication sur qu'est-ce qu'une autorité PayPal. Donc, c'est les régulateurs de l'ASBL Open PayPal, les 17 pays, les 17 représentants officiels hein, qui garantissent cette autorité et la pérennité du réseau et la fiabilité de celui-ci. J'ai également joint ce slide, en fait, qui est intéressant. En fait, c'est ici, sur cette colonne, c'est le nombre de fournisseurs de services disponibles. Donc en Belgique, il y en a déjà 73, donc c'est nous les meilleurs élèves. En même temps, PayPal, ben voilà, l'Open PayPal c'est belge, donc on a beaucoup de précurseurs ici.
mais on voit que dans beaucoup d'autres pays, on est déjà très très avancé, quoi. Les chiffres que vous voyez ici ont un petit mois, et donc on est avec, ah oui, et même plus, je vois 16 mars 2025, il y avait 1 500 000 organisations qui étaient présentes sur le réseau PayPal, quoi. Donc ça fait déjà un paquet d'interlocuteurs et un paquet d'échanges, quoi. Et donc ça donne une petite idée du niveau d'étendue du réseau et des possibilités de communication avec cet outil. Oui. Oh, vas-y, vas-y, continue. Voilà, ici, voilà, c'est la pyramide de gestion de modèle aussi. C'est un outil que j'utilise pour arriver à communiquer avec les gens qui ne me comprennent pas, moi, informaticien. Donc, on a les outils de facturation, de gestion qui émettent un moment des factures, qui rentrent dans la comptabilité, qui permettent d'aller vers les plateformes de décision. Et là, on a les 4 métiers de l'informatique et la partie logicielle et la partie hardware. J'utilise ça pour qu'on me comprenne. On aurait dû Voilà. le mettre peut-être avant, alors, du coup, Oui, en préambule. je vous assure, j'ai fait des efforts de vulgarisation. J'ai fait un max. Voilà. Et un petit tableau ici pour expliquer ce qu'est un PDF et ce qu'est un fichier XML par rapport à un PDF. Mm. Donc, avec une comparaison, voilà. Et Et ceux, alors, oui. justement, je spoil ton slide suivant, où tu nous parles des chèques entreprises qui sont toujours assez judicieux. Et on avait une remarque de Claude tout à l'heure qui disait, n'oubliez pas que déjà aussi tous les frais pour avancer la digitalisation, que ce soit hardware ou software, et les services seront déductibles à concurrence de 120% des frais payés, donc c'est intéressant. Et puis il y a aussi ces fameux chèques entreprises qui sont très intéressants, que ce soit en cybersécurité ou en maturité numérique. Et ça peut rentrer justement sur des sujets comme la facturation électronique, où vous pouvez vous faire aider et accompagner dans cette transition. Tout à fait. Donc, il faut savoir aussi au niveau des chèques, c'est que ce n'est pas que chèque cybersécurité et maturité numérique. Il y a plus d'une quinzaine de chèques d'autres natures pour la transmission d'entreprise, pour les starters ou que sais-je d'autres, qui ne relèvent pas du métier du digital. Donc, il y a d'autres métiers pour lesquels les chèques entreprises sont éligibles. Dans ce qui me concerne, moi, je suis agréé pour 2 types de chèques, cybersécurité et maturité numérique. Donc, cybersécurité, ben, donc ça sponsorise, si je peux m'exprimer ainsi, 75% des prestations de consultance que j'effectuerai pour analyser ou faire des recommandations pour un système et de l'accompagnement pour une maturité, pour une mutation d'un système, une évolution d'un système. Et donc, même principe pour la maturité numérique, mais c'est à concurrence de 50% des prestations du consultant. Et si vous allez sur la plateforme chèqueentreprise.be, vous verrez qu'il y a beaucoup de consultants un peu partout sur le territoire qui ont des spécialités diverses et variées. Donc, il y a matière à faire et il y a certainement chaussures à tous les pieds. C'est ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous ai mis le lien dans le chat. Ça peut toujours être utile, hein. Pourquoi pas de se faire aider. Euh, ne pas, enfin, pourquoi s'en passer finalement? Donc n'hésitez pas. Et donc, bah, ce webinaire touche tout doucement à sa fin. Je vais prendre les quelques questions qui nous restent. Claude nous disait bah, que cet été, nous devrions passer du format UBL actuel vers le nouveau format à venir, puisque des pays tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour ou d'autres pays n'ont pas de TVA, mais autre chose. Mais ça, de toute manière, bah, comme tu l'as dit, hein, Eric, on est déjà au début dans notre ère belgo-belge, donc on va attendre petit à petit de commencer. On a une question de Zacharia qui demandait, est-ce que vous pensez que la facturation électronique va lutter contre la fraude fiscale? On en avait déjà touché un mot tout à l'heure, on peut peut-être le rappeler. Et Sarah venait poser en complément d'information, surtout comment cette transition lutte contre la fraude fiscale et la fraude TVA spécifiquement. Donc, la volonté première, c'est la lutte contre la fraude TVA, hein. Donc, c'est l'origine de la démarche de la Commission européenne et surtout les fraudes TVA qui passent par différents pays. Donc, typiquement le carrousel TVA, mais également d'autres fraudes, voilà, où des gens font des perceptions, enfin, font des opérations intracommunautaires alors qu'ils ne sont pas assujettis, ce genre de choses-là, quoi. Donc, tout ça a avant tout comme objectif de réguler la problématique de la TVA et donc de s'assurer de la probité de tous les documents
d'achat et de vente assujettis TVA dans les programmes de comptabilité et dans les déclarations fiscales pour pouvoir avoir, somme toute, un moyen de contrôler pour l'administration qui soit plus fiable que ce qui n'est à l'heure actuelle. Donc, Mm. évidemment, il y a voilà, une volonté d'améliorer la qualité des contrôles, mais c'est surtout une volonté TVA à l'origine. Ok, donc voilà, ça permettra de lutter, en tout cas pour ça, c'est ce qui a amené finalement à cette réflexion. Oui, c'est le projet VIDA. Si ça intéresse quelqu'un, c'est VIDA. C'est dans des liens, je pense. Voilà, un des liens ici que j'ai placé. Donc en fait, VIDA, voilà, et vous avez un seul lien donc, sur une page wiki. Vous pouvez demander une traduction pour les francophiles. Et donc là-dedans, il y a toutes les références sur l'origine du projet, les différents objectifs et l'histoire qui va derrière ça et sur les nécessité d'évoluer, je vais dire en Europe, en termes d'échange de documents entre les pays et les questions d'harmonisation en rapport avec la TVA, ce genre de choses. Enfin, voilà, c'est l'avenir. C'est l'avenir. L'avenir. Eh ben voilà, on espère qu'on vous aura aidé à faire ce pas vers l'avenir, car comme le dit Abderrahim, il reste à convaincre les clients de franchir le pas, et ce n'est pas gagné d'avance. Seuls 2 clients de sa fiduciaire ont franchi le cap. Cette obligation, ben, Oui, devrait les aider, hein, mais absolument. Alors, j'ai un message à adresser aux comptables et experts comptables. Communiquez avec vos clients. Donc, on sait que les comptables, experts comptables tirent les informations de leurs clients, mais là, il faut aller vers eux, faire des mailings, communiquer. Surtout, ne prenez pas de solution tiers qui ne soit pas compatible avec vous, sinon ça va être l'enfer après. Donc il faut anticiper et ne pas vous laisser submerger par les vagues de communication sur le sujet qui se répandent partout, où vous risquez de vous retrouver avec des clients qui ont 36 solutions différentes, et ça risque d'être difficile pour vous à gérer. Donc surtout, faites vos recommandations, communiquez avec vos clients, jetez votre dévolu sur des solutions et recommandez-les à vos clients pour être le plus efficace possible et avoir le plus d'adoption avec des résultats qui sont satisfaisants pour éviter les réencodages, comme je le disais. c'était la réponse de Stéphanie, il me fait sourire, c'est ce qu'on essaye de faire hein, finalement. Et surtout ne pas hésiter d'organiser un event afin de parler aux clients rapidement, nous dit Catherine, effectivement. C'est via cette communication que les choses Absolument. pourront évoluer. Et on espère que ce webinaire était un premier pas pour tous les pourcentages dans l'onglet sondage pour qui vous n'étiez pas vraiment plus au fait que cela de la facturation. Faisal nous dit, ça fait déjà 1 an que j'en parle à mes clients, j'aurais proposé 2 programmes de référence. Vous avez bien raison d'être proactif et je pense qu'il va falloir leur courir un petit peu après pour qu'ils se mettent en règle. Eh bien voilà, ce webinaire touche à sa fin. On a répondu à beaucoup de questions. Je n'en ai plus ici sous la main. Tu as d'ailleurs un très bon bulletin, Eric, de la part de nos participants. Très bon bulletin de la part du professeur que je vais incarner aussi parce qu'on a Allez, dû jongler sur énormément de thèmes différents. Il y avait énormément de questions. On s'est pas mal éloigné de la présentation, mais l'idée ici, c'était vraiment de répondre à toutes vos questions et on espère que on a pu y parvenir. Euh, Eric, je ne sais pas si tu as un dernier petit mot. Moi, mon dernier petit mot sera, et je pense que je l'ai déjà assez répété, c'est tournez-vous vers vos fédérations et vers vos comptables. oui, absolument. Et moi, je me réjouis en fait de répondre encore à d'autres questions si vous en avez. Je suis à votre disposition et vivement du présentiel parce que le, le, le webinar, c'est pas toujours facile, surtout quand on fait des grands écarts comme ceci. Donc, je n'ai pas toujours le retour pour savoir si je suis totalement compris. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Voilà, ce sera avec plaisir. Eh bien, on vous les fera, on te les fera parvenir. En tout cas, les remerciements affluent dans le chat. On a Corinne qui nous dit très bon webinaire car cela m'a fait changer d'avis. Ah, Laura nous dit un tout grand merci à vous. Merci, merci pour ce webinaire. Un grand merci. Mais voilà, mais surtout merci à vous. Merci pour le professionnalisme du webinaire avec grand waouh. plaisir, Stéphanie. Merci à vous de nous avoir suivis. On sait que c'était peut-être pas le sujet le plus sexy, mais il faut y passer. Donc, on a essayé de vous le présenter de la plus belle des façons possibles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire parvenir au SNI dans la foulée. Et surtout, surtout, rendez-vous au Digital Days ce 23 juin du côté
de Namur. Belle soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci Eric pour ta présence et à bientôt. Merci, Adrien. À très bientôt. Bye bye.